Commencer? Bien, bon, bonjour, hein, je suis donc Christophe Badel, professeur d'histoire romaine à l'université de Rennes 2. Et donc les collègues du lycée Descartes m'ont demandé d'intervenir dans le cadre des conférences que vous avez pour votre filière, donc histoire-géographie, sciences politiques, ce que j'ai accepté avec joie car j'apprécie toujours d'intervenir dans un cadre extra-universitaire, que ce soit un cadre grand public ou un cadre scolaire. Et d'autre part, j'estime que le lien entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur est extrêmement important et qu'il faut le maintenir justement par des contacts réguliers. Et, bon, et ça, évidemment, mes collègues le comprendront mieux. Les successives réformes de recrutement des professeurs ne facilitent pas le maintien de ce lien entre l'enseignement supérieur et l'enseignement secondaire. Donc, on m'a demandé d'intervenir sur un thème qui, m'a-t-on dit, est très important dans votre donc formation de cette année, hein, le thème de la démocratie, hein, que vous avez normalement abordé par le biais d'Athènes, de la démocratie athénienne. Et donc, mes collègues de Descartes m'ont demandé d'intervenir sur Rome et de voir si Rome pouvait être considérée comme une démocratie, ou quel était le débat qu'on pouvait avoir justement sur le caractère démocratique ou pas de Rome. Alors on va voir qu'il y a un débat sur le sujet, débat récent, et du coup cette question est d'autant plus intéressante. Alors pour intervenir devant vous, j'essaie déjà de voir, mais c'est quoi la démocratie, de voir une définition simple, et peut-être là-dessus vous en savez plus que moi d'ailleurs, et donc dans des recherches pour essayer de décanter cela de façon la plus simple possible, on pourrait revenir après lors du débat, j'ai trouvé évidemment l'idée que la démocratie, bien sûr, c'est le pouvoir du peuple, le pouvoir exercé par le peuple, soit directement, soit par ses représentants. Donc la démocratie s'appuie sur le principe essentiel de souveraineté populaire, ce qui fait le cœur, bien sûr, de la démocratie, mais que vous avez des notions, je dirais, qui sont pour nous totalement liées à la démocratie, mais qui pourraient en être distinguées, comme l'égalité des droits, la liberté d'expression, évidemment, donc le respect des droits fondamentaux, qui sont des principes qui, pour nous, font partie fondamentalement du modèle démocratique, mais qui sont malgré tout, principes distincts et qui peuvent exister en dehors des régimes démocratiques. Pour simplement rappeler un exemple de l'histoire française contemporaine, même si pour vous, c'est plus vraiment l'histoire contemporaine, le Premier Empire, Napoléon Ier, fonctionnait sur l'égalité des droits telle que la Révolution française l'avait mise en place. Napoléon ne l'a pas remise en cause. Et l'Empire n'était pas une démocratie. De la même façon, le régime qui a succédé à l'Empire, donc ce qu'on appelle la monarchie censitaire, le régime, donc la Restauration, la monarchie de Juillet, étaient des régimes libéraux, donc qui connaissaient la liberté d'expression, mais ce n'étaient pas non plus des régimes démocratiques. Donc, dans notre modèle démocratique actuel, on a intégré, vous voyez, ces notions d'égalité, de liberté, de respect des droits, alors qu'en fait, vous avez des régimes qui n'étaient pas démocratiques, qui pouvaient avoir certains de ces éléments dans leur fonctionnement politique. Et du coup, au-delà des aspects techniques, vous allez voir, je vais essayer d'évacuer au maximum les aspects techniques sur le fonctionnement de la République romaine. Je ne suis pas venu dans ce but. Surtout, je voudrais vous faire réfléchir précisément sur ces concepts de république, de démocratie, de liberté, d'état de droit, et de voir comment, en s'appuyant sur l'exemple de la République romaine, on peut essayer de réfléchir sur ces concepts qui à la fois sont associés et pourtant sont distincts, et de voir ce qui peut les relier, mais aussi ce qui peut les distinguer. Alors, en effet, je vais m'appuyer sur la période dite de la République romaine, je vais faire un petit topo très rapide sur, je dirais, le laps de temps, l'arc chronologique que nous allons voir. Voilà. Donc, alors, on va couvrir pratiquement 5 siècles d'histoire universelle, mais évidemment, on ne va pas entrer dans le détail. Je rappellerai simplement, en effet, qu'on va couvrir une période qui va de 509 avant Jésus-Christ à 30 avant Jésus-Christ. La République romaine a été fondée en 509. Vous aviez des rois auparavant qui ont été renversés. Et un régime républicain, on va voir ce qu'il faut en penser, est mis en place, qui va durer grosso modo 5 siècles, un peu moins de 5 siècles, vous voyez. Et ce régime va surtout se manifester, vous le savez évidemment, par la construction d'un empire, un empire au sens territorial. Rome va d'abord conquérir l'Italie, vous voyez, entre 390 et 272, voilà. Puis ensuite, l'ensemble de la Méditerranée au IIIe et IIe siècle. Et cette période de conquête de la Méditerranée
aussi correspond à l'apogée de ce régime républicain, qui évidemment est légitimé par ses victoires. Et puis à partir de 133, le régime entre en crise, et pendant un siècle, jusqu'en 30, vous avez un régime de crise ponctué par des guerres civiles, qui va aboutir à la fin à la disparition de ce régime républicain et à son remplacement par un nouveau régime monarchique, mais qu'on appelle l'Empire au sens de régime, pas au sens de domination territoriale. Donc l'Empire fondé par le fils adoptif de César, qui s'appelait Octave et qui plus tard va prendre le nom d'Auguste et qui sort vainqueur de ce cycle des guerres civiles. Mais pour autant, ce dernier siècle de la République, qui est à la fois un siècle de crise, mais qui est aussi le siècle le mieux connu par la documentation de ce régime, est aussi toujours un siècle d'expansion. C'est à cette époque que César conquiert la Gaule. Vous avez là les dates. Il met 10 ans, mais il le fait à cette époque-là. Et c'est aussi l'époque, on y reviendra, où peut-être le régime s'est démocratisé. Donc c'est une période de crise, mais à la fois une période d'innovation, de renouvellement très vive. De ce point de vue-là, ce dernier siècle de la République romaine est un siècle passionnant. Alors ce qu'on va faire, on va pas entrer dans les détails évidemment, je vais vous présenter une réflexion globale sur ces 5 siècles, et puis quelquefois je ferai quelques références plus précises. Bien évidemment, il n'y aura pas de référence historiographique, on n'est pas à l'université, simplement je citerai le nom d'un savant parce qu'il est lié vraiment à un changement de paradigme sur le sujet. Alors, on peut commencer maintenant. En fait, on va à cette question, la République romaine était-elle une démocratie? On va procéder de façon chronologique en voyant les 3 réponses qui ont été apportées. À savoir, d'abord, qu'en pensaient les Romains eux-mêmes et qu'en pensaient les anciens, qu'en pensaient les contemporains, qu'en pensaient les Grecs, qu'en pensaient les Romains à l'époque même. En deuxième temps, on va voir quelle a été la position des historiens à partir du moment où on a fait une histoire de façon scientifique à partir du 19e siècle, donc la position dominante des historiens au 19e et 20e siècle, qui est encore la position la plus communément admise. Mais on va voir enfin en grand 3 que depuis une trentaine, quarantaine d'années, vous avez un nouveau modèle d'interprétation donc qui a été défendu, qui a été proposé, qui est très critiqué, qui en tant que tel n'a pas été accepté, mais qui a tout de même totalement renouvelé notre vision du fonctionnement du régime républicain. Alors commençons tout d'abord par la réponse antique, ce que les Romains et les Grecs, leurs contemporains, pensaient du sujet. Alors évidemment, on va partir du plus simple. Rome est une république. Bon, ça, il n'y a pas de problème. Si on peut dire, vous allez voir. En latin, res publica. Bien, vous l'avez sur l'écran. Mais il faut bien voir que république, dans l'Antiquité, en latin, n'a pas le sens de régime politique qu'il a dans notre vocabulaire contemporain. République en latin, res publica, veut dire chose publique, tout simplement. Et on a l'habitude de traduire par État. On dit finalement, la res publica, c'est l'État romain. Vous voyez, donc c'est pas un régime en tant que tel, c'est l'État romain. Et de fait, quand l'Empire romain sera mis en place, quand l'Empire va succéder à la République, l'Empire romain sera toujours une res publica. Mais ces dernières années, les historiens ont affiné leur compréhension du sujet en disant la res publica, donc la chose publique, en fait, c'est ce qui est commun entre tous les citoyens. Vous voyez, ce qui est commun entre eux et donc ce dont ils doivent débattre, ce sur quoi ils doivent décider, parce que c'est ce qui est commun entre eux. Voilà. Et donc c'est intéressant parce qu'on retrouve, pour faire écho à des débats actuels, ce que certains courants politiques actuellement appellent les communs. Vous savez, vous avez des différents hommes politiques ou philosophes politiques qui disent mais dans ce siècle d'individualisme, il faut vraiment remettre en valeur ce qui, en effet, fait le lien entre nous, fait communauté entre nous, et absolument défendre, en effet, ce qu'il y a de commun. On appelle ça les communs dans le discours donc politique actuel ou philosophique actuel, et qui renvoie finalement à cette lecture de la res publica, et ce qui est commun entre les citoyens. Alors, j'évoquais la citoyenneté. En effet, la notion de république est très liée à la notion de cité, de citoyenneté. Cette république romaine est composée de citoyens. Alors, la citoyenneté, elle renvoie, pour là encore simplifier les choses, je dirais à 2 éléments. Le fait d'être citoyen implique une participation à la vie politique. Alors la participation, on peut dire, on est du côté de la démocratie. Démocratie, c'est un régime où les citoyens sont amenés à participer à la vie politique. D'un autre côté, la citoyenneté, telle que les Romains la concevaient et telle qu'elle existe encore de nos jours, c'est aussi un ensemble de droits. Les citoyens ont des droits auxquels l'État ne peut pas attenter, des droits qui les protègent contre l'arbitraire
Et donc, du coup, on est plutôt dans ce que nous, on appellerait actuellement l'état de droit, même si la formulation est anachronique. Mais cette idée que l'État ne peut pas tout faire, que les citoyens ont un certain nombre de droits, que la puissance publique, que l'autorité publique doit respecter. Et alors, l'état de droit est une notion ancienne, qui est bien antérieure à la démocratie, donc qui n'est pas forcément liée à la démocratie. Dès le XVIe siècle, dès l'époque de la monarchie absolue, certains penseurs disent mais le roi ne peut pas tout faire, il y a des limites à ses pouvoirs, l'arbitraire doit être condamné. Bon. Donc, à la fin de ce premier temps de réflexion, on est un peu, vous voyez, dans l'expectative, en disant oui, république, est-ce que ça renvoie à la démocratie ou pas? Bon. Alors, pour avoir une réponse un peu plus claire et un peu plus, je dirais, théorisée, on va se tourner en petit 2 vers les philosophes grecs. Car à cette époque-là, dans l'Antiquité, les penseurs politiques, les gens qui réfléchissent, ce sont les Grecs. Les Romains réfléchissaient pas beaucoup, bon bien. Et donc les grands penseurs, ce sont les philosophes grecs. Alors qu'est-ce que les philosophes grecs pensaient de la République romaine? Et dans leur réflexion politique, qu'est-ce qu'ils en disaient? Alors il faut savoir que dans l'Antiquité, les philosophes grecs, mais vous le savez sans doute, avaient divisé les régimes entre 3 types de régimes. La monarchie, le régime d'un seul, vous avez dû déjà voir ça. L'aristocratie, qui veut dire de façon étymologique le régime des meilleurs, mais qu'on peut aussi traduire par le régime d'un petit nombre, les meilleurs n'étant jamais très nombreux par définition, mais dans l'étymologie, vous voyez, c'est pas la quantité qui est mise en valeur, c'est la qualité. C'est le régime des meilleurs. Et enfin, la démocratie, le régime du peuple, le pouvoir du peuple. Au sens étymologique, aristocratie veut dire pouvoir du peuple, au sens étymologique. Donc, pour les philosophes grecs, la République romaine était-elle une monarchie, une aristocratie ou une démocratie? Eh bien, en fait, les philosophes grecs répondaient, elle était les 3. C'est-à-dire que les philosophes grecs dépendaient de l'idée que la République romaine était un régime mixte, un mélange de monarchie, d'aristocratie et de démocratie. Alors ensuite, quand il détaillait, il disait, il y a un côté monarchique parce que les magistrats romains ont un pouvoir très très important, donc de nature monarchique. Il y avait des magistrats, vous voyez, bon, bien, l'équivalent évidemment du président de la République, sauf qu'ils étaient un peu plus nombreux dans le régime romain. Je vous rappelle que notre président est un magistrat. Le fait d'être un magistrat, c'est d'être élu par le peuple, justement. Donc, ils ont un pouvoir très important pour qu'on peut qualifier de monarchique. Vous avez un conseil qu'on appelle le Sénat, un conseil donc qui gouverne la République, mais conseil avec quelques centaines de membres. Donc ça, c'est l'aspect aristocratique. Ce sont les meilleurs, mais ils sont aussi peu nombreux. Donc ça, si on voit que ce conseil, le Sénat romain, on peut estimer que Rome est une aristocratie. Et enfin, vous avez des assemblées du peuple. Il y a même 3 assemblées qu'on appelle les comices. Vous voyez, donc comice, voilà. Alors comice, c'est du singulier pluriel. J'ai mis comice centuriade, qui est l'une des assemblées romaines. Donc il y avait 3 assemblées, les comices. Les Romains participaient aux 3. Et l'importance de ces assemblées fait que le régime est démocratique. Donc les philosophes grecs disaient finalement, Rome, c'est un mélange des deux, et un mélange réussi. Ils disaient que c'était d'ailleurs une réussite, et que Rome devait ses succès extérieurs, la conquête du monde, à l'excellence de sa constitution et au fait qu'elle avait su associer les éléments les meilleurs des 3 types de régimes possibles. Alors là encore, cette réflexion sur des régimes mixtes peut nous intéresser parce que on a l'habitude justement d'avoir des classifications assez simples en disant tel régime est une démocratie, tel une dictature, c'est un régime totalitaire. Et là, au contraire, vous avez en effet des régimes mixtes. Quand vous voyez des régimes actuels qu'on a du mal à classer, le régime de Poutine, même la Hongrie, on se dit il y a des élections, mais c'est plus vraiment une démocratie. Mais est-ce que c'est une dictature? Pas vraiment non plus, vous voyez. On peut se dire que cette notion de régime mixte est finalement intéressante. En tout cas, les philosophes grecs, eux, ils l'utilisaient pour essayer de comprendre la complexité de certains régimes actuels. Donc, du coup, si on fait le bilan sur les philosophes grecs, Rome, il y a un peu de démocratie, mais il n'y a pas que ça. Vous voyez, donc simplifier les choses. Attends, non, je partais du mauvais côté. Alors, bon, il y a de la démocratie. Mais finalement, cette démocratie, elle n'est pas si évidente que cela aux yeux, justement, des philosophes grecs.
Et vous avez vu ça avec le domaine athénien, évidemment, bon bien. La démocratie romaine, ce que Rome est démocratique, donc son fonctionnement des assemblées, pour les Grecs de l'époque et pour nous, n'est pas très démocratique. Alors, il faut là donner quelques détails. Les comices, c'est les assemblées romaines. Alors, il faut faire attention parce que assemblée, évidemment, en français, du féminin, alors comice, c'est du masculin. Alors, évidemment, quelquefois, les deux mots se télescopent. Les assemblées romaines fonctionnaient de façon différente des assemblées grecques. À savoir que lors des votes, la réunion de l'assemblée, il n'y avait pas de débat. Les citoyens à l'assemblée restaient silencieux et se contentaient de voter. Il n'y avait pas non plus de date fixe de réunion de l'assemblée. C'était les magistrats qui convoquaient les assemblées quand ils le voulaient. Ils présentaient les projets de loi ou les candidats aux élections. C'était pas les citoyens qui le faisaient. Et c'est eux qui décidaient de la clôture de la réunion. Je vous rappelle que dans le régime athénien, eh bien, n'importe quel citoyen peut intervenir à l'Ecclésia, peut intervenir dans l'Assemblée athénienne. N'importe quel citoyen peut proposer des projets de loi. Et bon, voilà. Les comices romains ne fonctionnent pas du tout comme ça. Les citoyens se contentent de voter silencieusement et dans un cadre, vous voyez, totalement déterminé par le magistrat qui a convoqué, qui préside l'Assemblée. Donc, bon, ça, évidemment, pour nous, c'est pas très démocratique. Puis il y a un deuxième élément qui fait que ce système romain démocratique, aux yeux des Grecs, ne l'est pas tant que cela. Et évidemment, élément qui nous pourrait nous surprendre, c'est l'élection. Pour nous, l'élection, c'est le processus démocratique par excellence. C'était pas le cas du tout pour l'Antiquité. Pour l'Antiquité, la procédure de désignation la plus démocratique, c'est le tirage au sort. Parce que tout le monde, n'importe qui peut être désigné. Et vous savez que Athènes pratiquait couramment le tirage au sort pour la majorité de ses magistratures. Seuls les stratèges qui avaient des missions militaires étaient élus. Les autres, en effet, magistrats étaient tirés au sort. Or, Rome pratique l'élection. Aux yeux des anciens, l'élection est une procédure aristocratique. Pourquoi ? Parce que l'aristocratie, l'élection doit désigner les meilleurs. On va voter pour le meilleur. Vous voyez, l'aristocratie, c'est le pouvoir des meilleurs. Vous voyez, donc, chercher le meilleur, c'est une démarche aristocratique. Se dire, le tirage au sort va désigner un nul, mais c'est pas grave, c'est n'importe qui peut être magistrat, même s'il est complètement idiot, ben voilà, très bien, tout le monde est content. On cherche pas le meilleur. Là, on cherche le meilleur. On est dans cette logique, en effet, aristocratique. Et deuxième point, alors là, évidemment, ça peut retentir sur des débats actuels, et là-dessus, les Grecs étaient assez lucides. Le meilleur, bien sûr, peut-être au sens moral et intellectuel, mais aussi au sens social. Qui va être élu dans ces systèmes? Ce sont les plus riches, ce sont les plus nobles. Et vous savez que c'est évidemment le problème qui se pose actuellement encore de nos jours, quand on voit le régime donc social des députés actuels, on voit bien que les élites sont surreprésentées. Quand on voit le niveau de diplôme, on voit que les surdiplômés, les gens très diplômés sont surreprésentés. Les Grecs diraient, bah regardez, on a raison. En effet, votre élection n'est pas démocratique. L'ouvrier du coin ne sera jamais député. Avec le tirage au sort, l'ouvrier du coin peut être député ou peut être magistrat. Bon. Il faut savoir qu'actuellement, vous avez certains philosophes qui voudraient que le tirage au sort soit à nouveau pratiqué dans le cadre de la République française. En disant, mais l'élection, finalement, n'est pas vraiment démocratique. Mais là-dessus, les Grecs et les Romains leur ont donné raison. Bon. Donc du coup, quand on voit ces assemblées romaines et comment elles fonctionnent, on se dit, oui, c'est la partie démocratique du régime, mais cette partie démocratique n'est finalement peut-être pas si démocratique que cela. Bien. Alors, pour terminer cette analyse des réponses des contemporains, tournons-nous vers les Romains. Je dirais, les Romains ne sont pas des grands esprits conceptuels. Bien, à part quelques exceptions. Malgré tout, de façon plus ou moins empirique, ils avaient donné une réponse très claire, et nous sommes au petit 4, non, Rome n'est pas une démocratie. Mais de toute façon, pour les Romains, la démocratie, c'était l'abomination. La démocratie, c'est le désordre, c'est la pétaudière, dit le général de Gaulle, c'est n'importe quoi, c'est aussi justement la domination des pauvres, quelle horreur. Enfin, non, la démocratie, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Alors là-dessus, les Romains sont très clairs. J'aurais pu commencer par cela et dire, on arrête
Les Romains ont donné, et puis je repars chez moi, les Romains ont donné la réponse, ils ne sont pas une démocratie, et ils assument, ils font pas semblant. Bon, bien. Malgré tout, ensuite, pour finalement désigner leur régime au sens des valeurs politiques, vous voyez, ils avaient un autre terme que res publica, c'est le terme de libertas. Ils disaient notre régime, c'est le régime de la liberté, Et on retrouve ce que je vous disais au départ sur, en effet, la possession de droits. C'est-à-dire que les citoyens romains ont un certain nombre de droits, voilà, liberté d'expression, défense contre l'arbitraire, bon bien, et ces droits composent en effet un espace de liberté, et finalement c'est ça qui est important. Et ça, tous les citoyens en bénéficient. De ce point de vue-là, la libertas est démocratique. Les droits contre l'arbitraire, la liberté de parole, tout le monde en bénéficie. Donc, et finalement, pour les Romains, c'est ça leur régime. Et à nouveau, vous voyez, on est plus du côté de l'état de droit. Vous avez des garanties individuelles, bien, auxquelles les Romains sont très attachés. Mais en revanche, si on passe au côté, vous voyez, participation, fonctionnement vraiment du régime, le pouvoir au peuple, là, évidemment, les choses sont beaucoup plus, je dirais, contestables. Les Romains eux-mêmes n'ont jamais prétendu être des démocrates et avoir un régime démocratique. Telle était la réponse des Romains et des Grecs de l'époque. Alors voyons maintenant la réponse donnée par la tradition historiographique des 2 derniers siècles. Disons-le tout de suite, les historiens des 19e et 20e siècles étaient d'accord avec les Romains, et pour cause, ils lisaient leurs sources antiques, et disaient non, Rome n'est pas une démocratie, Rome est une aristocratie. Rome, clairement, est une aristocratie, voilà, une aristocratie et qui s'assume complètement. Alors, on peut justement revoir ces éléments aristocratiques et leur caractère très problématique par rapport à la démocratie, dans un deuxième temps, ces éléments sur lesquels les historiens, précisément, des 19e et 20e siècles, insistaient. Alors, en effet, d'abord, la logique censitaire. Alors, le terme censitaire est un terme, bon, je ne sais pas si vous le connaissez, qui renvoie à l'importance de l'argent. Les systèmes censitaires sont des systèmes qui font entrer la fortune dans l'organisation du système en question. Bon. Donc, le système romain est un système censitaire dans la mesure où la fortune des citoyens va compter dans l'organisation de la République et plus spécifiquement, c'est ce qui vous intéresse, dans l'organisation des assemblées. Bon. Alors, tout de suite, puisque vous avez de gros débats actuels, vous savez, avec la taxe Zuckman, la fortune en question, c'est pas le revenu, c'est le patrimoine. Vous avez aussi certains, en effet, philosophes ou politiques qui disent, mais attendez, il n'y a pas que les revenus, il faut aussi s'intéresser au patrimoine, bon bien. En l'occurrence, on calcule la fortune en voyant le patrimoine terrien. Vous voyez, seule la terre, en fait, entre en ligne de compte, et on calcule la fortune des citoyens en calculant la valeur des terres qu'ils possèdent. Et donc le sens, ce qu'on appelle le sens, en effet, origine du mot censitaire, est calculé uniquement sur cette base-là. Alors, je vous rappelle que la France a connu des systèmes censitaires aussi, à certaines périodes de la Révolution, et puis plus tard, entre 1815 et 1848, à l'époque justement de la Restauration et de la monarchie de Juillet. Alors, cette logique censitaire va être très très importante sur le fonctionnement d'une des assemblées. Et là, on va entrer dans quelques détails techniques, j'en suis désolé, mais pour essayer de comprendre justement un peu le système, dans l'organisation des comices centuriates, qui sont l'une des 3 assemblées du système romain, et peut-être la plus importante, c'est les comices qui élisaient les magistrats supérieurs, les magistrats les plus importants. Et alors, pour vous expliquer, donc, la fortune est très importante, et en fonction de la fortune, les citoyens romains font classer dans 5 classes. La première classe, regroupant les gens les plus riches, puis après on descend jusqu'à la 5e classe. Et donc le mot français classe, vous voyez, classe sociale, qu'on connaît dans le vocabulaire courant, même si du point de vue, je dirais, conceptuel actuellement, il est rejeté par beaucoup, enfin il est l'objet de débats extrêmement importants, en tout cas les classes telles que Marx pouvait les concevoir, mais en tout cas ce mot classe tel qu'on l'a vient du latin, vient des classes romaines, qui sont clairement des classes censitaires. La classe regroupe des gens qui ont un certain capital terrien, un certain capital de terre. Voilà. Et puis, vous avez en effet les hors-classes, ceux qu'on appelle les prolétaires, qui sont tout en bas. Les gens qui n'ont pas de terre sont rassemblés. Alors, ils sont pas dans une classe, ils sont en dessous.
hein, voilà, bon, on les appelle les prolétaires, d'un mot latin qui veut dire qu'ils n'ont que leurs enfants. Ils n'ont pas de terre, ils ont leurs enfants. Alors, c'est pas totalement, si vous voulez, sans intérêt, parce qu'à Rome, on peut vendre son enfant. Donc, si vous avez un peu d'argent, c'est toujours possible, si vous voulez. Bon, bien, mais évidemment, c'est mieux d'avoir des terres. Bien. Et donc, à l'intérieur des classes, les Romains sont ensuite, vous voyez, répartis en centuries. Les centuries elles-mêmes étant déterminées sur votre niveau de fortune. Alors, vous voyez, par exemple, que la première classe est divisée en 80 centuries. Alors, vous voyez que au-dessus de la première classe, il y a une sorte de super classe qu'on appelle les chevaliers, qui sont les Romains les plus riches, vous voyez, qui composent une classe à eux tout seuls, voilà, et qui ont, par exemple, sont divisés en 18 centuries, vous voyez, ils sont tellement riches qu'ils sont même pas dans la classe 1, ils sont dans la classe juste encore au-dessus, vous voyez, les prolétaires étant au-dessous de la classe 5. Et puis voilà, la deuxième classe est divisée en 20 centuries. Alors vous avez remarqué que vous n'avez pas le même nombre de centuries en fonction des classes. Et surtout, très important, on n'a pas de détails, mais on le suppose de façon indirecte, il n'y a pas le même nombre de citoyens pour chaque classe. Vous pouvez très bien avoir peut-être, je sais pas moi, 100 citoyens dans une classe, dans une centurie de la première classe, et puis vous aurez peut-être 5000 citoyens dans une centurie de la cinquième classe. C'est-à-dire que vous n'avez pas le même nombre de citoyens dans chaque classe, dans chaque centurie, pardon. Et ce qui veut dire que, oui, il n'y a pas, vous pourrez dire dans chaque centurie, il y a le même nombre de personnes. Non, pas du tout, pas du tout. Hein, il y a des nombres différents de personnes dans les centuries. Et on peut supposer que dans les centuries riches, il y a beaucoup moins de personnes que dans les centuries pauvres. Alors ensuite, ce système, oui, de répartition en fonction de la fortune, bon bien, va permettre d'organiser les comices centuriates. Hein. C'est-à-dire que les citoyens romains vont voter non pas de façon individuelle, mais par centurie. Donc vous avez un système qui rappelle le système de vote de l'Ancien Régime. Vous savez que dans l'Ancien Régime français, on ne votait pas par tête, comme on disait, par citoyen, enfin par habitant, on votait par ordre, il y avait 3 ordres, la noblesse, le clergé et le tiers-état, chacun ayant une voix. Et donc les gens de la noblesse décidaient collectivement leur opinion, et puis après ils donnaient leur voix à telle ou telle opinion. Le système romain marche exactement de la même façon, sauf qu'il n'y a pas 3, vous voyez, subdivisions, vous en avez 193. Il y a 193 centuries. Mais ce qu'il y a, c'est que chaque centurie représente une voix. On vote par centurie. Donc ça veut dire que dans le cadre de l'élection, eh bien, les gens de la même centurie se mettent d'accord, par exemple pour une élection, les commissions centuriates servent à l'élection, hein, et ensuite disent, ben voilà, nous on a désigné un tel. Alors on peut donner un exemple justement de la façon dont ça fonctionnait. Hop. Alors là, vous voyez, en effet, mais ça demande des explications. Il faut donc imaginer que vous aviez un très haut podium sur lequel se trouvaient les scrutateurs, comme on l'appelle, c'est-à-dire les gens qui devaient recevoir les votes. Hein. Vous aviez, pour arriver au podium, une sorte de pont, mais un pont qui était très haut, sur 3 mètres de hauteur, si vous voulez, que les citoyens empruntaient en partant du sol pour monter jusqu'à l'estrade, vous voyez. Là, l'estrade était entourée d'une balustrade. Là, vous avez évidemment, vous voyez, la balustrade. Hein. Vous avez la personne, vous voyez, qui vient de monter par le pont et qui arrive sur l'estrade. Alors là, un scrutateur, lui donne, semble-t-il, un bulletin de vote. Puis on voit un autre citoyen qui est en train de voter, vous voyez, en mettant son bulletin de vote dans une urne. Alors, évidemment, un tel mode de fonctionnement, quand on voit telle image, hein, souvent, alors vous avez dû voir ça évidemment en lycée, bon, je trouve que les images souvent posent plus de problèmes qu'elles n'apportent de solutions. Hein, bon bien, c'est l'histoire des images, c'est très à la mode, mais bon, elles sont pas toujours facilement explicables et donc interprétables. Et parce que, en fait, le problème qui se pose, si vous voulez, c'est le problème de cette tablette qu'on remet. Alors, on remet quelle tablette? Donc, ça veut dire que la personne qui arrive n'a pas déjà la tablette avec le nom des gens qu'il veut élire. Hein, vous voyez, disons qu'on est élection d'un consul, donc on a désigné qu'on veut élire telle personne. Voilà, bon. Donc, il pouvait très bien avoir déjà sa tablette avec le nom, vous voyez, du consul, il arrive, il la donne. Si on lui donne une tablette, c'est qu'il l'a pas. Alors, vous direz, mais alors, il faut qu'il écrive le nom, vous voyez, avant évidemment d'aller déposer la tablette. Sauf qu'on voit personne écrire. Alors, on dit, mais est-ce que le nom du candidat est déjà sur la tablette? Dans ce cas-là, il n'y a pas de choix. Ou est-ce qu'on lui donne un choix de tablette? Hein, vous voyez, est-ce qu'il y a 5 candidats, alors il y a 5 tablettes, et il dit, je veux telle ou telle, la tablette d'un tel.
Si c'est ça, il y a un problème, à savoir l'anonymat. Il faut savoir qu'au départ, Rome avait un vote oral. Et donc, les citoyens arrivaient, ils étaient devant, vous voyez, les scrutateurs, ils disaient je vote pour un tel. Vous imaginez le vote oral, la pression que ça pouvait représenter. Donc, on est passé vers 130 à des votes anonymes sous forme de vote écrit. Alors, donc, là, on est, vous voyez, en 113-112, on est après le passage des lois qu'on appelle les lois tabellaires, de tablette. Non, c'est vers le haut. Attendez, voilà. Vous voyez, les lois tabellaires, ces lois qui ont instauré le vote anonyme par des bulletins de vote, comme nous. Donc, par définition, on peut pas il faut pas savoir ce que va voter la personne. Donc, on se pose des questions. On disait, mais concrètement parlant, comment faisaient les citoyens? Comment ils faisaient, vous voyez, avec leurs fameuses tablettes? Et vous voyez qu'en l'occurrence, la monnaie, elle est très intéressante, hein, mais elle répond pas à ce problème. Bon, bien. Et puis alors, ensuite, on se pose la question de se dire, mais alors, les citoyens, est-ce qu'ils donnaient autant de noms qu'il y avait de postes? Parce que les magistratures romaines avaient toujours plusieurs titulaires. Notre système où il y a un président, pour les Romains, c'est la monarchie, voire la tyrannie. Hein. Il faut au moins 2 titulaires pour une même fonction. Sinon, c'est l'arbitraire. Voilà. Bon. Donc, il y a 2 consuls, il y a 10 tribuns de la plèbe. Bon. Il y a 10 tribuns de la plèbe. Est-ce que vous donnez les noms de 10 candidats? Ça prend du temps à dire ou à écrire. Ou est-ce que, vous voyez, un citoyen donne un seul nom? Ça, on ne le sait pas non plus. Bon. Alors, toujours est-il que, vous voyez, les citoyens votent, de la même centurie votent, et à l'arrivée, on fait le bilan. On dit, la centurie 1 de la classe 1 a décidé que ça serait un tel qui doit être élu. Vous voyez, et c'est une voix pour un tel, et ainsi de suite. Voilà comment ça fonctionne. Alors, le problème, et on va en terminer là, c'est que vous voyez que les riches possèdent beaucoup plus de voix, entre guillemets, que les autres. Si vous additionnez le nombre de centuries des chevaliers, qui sont donc les super riches hein, de l'époque, et la première classe, vous arrivez à 98 voix, hein, puisqu'on vote, chaque centurie représente une voix, voilà, sur 193. C'est-à-dire qu'ils ont la majorité. Ils ont la majorité, ces 2 classes, enfin, à elles toutes seules. Si les riches sont d'accord, vous voyez, pour s'entendre sur les noms des gens qui doivent être élus, consuls, prêteurs, questeurs, enfin magistrats, eh bien, les autres n'ont pas voix à la parole. D'autant plus que quand on arrive au nombre de candidats nécessaires qui ont la majorité absolue, on arrête le vote. Si les riches sont d'accord, et si vous avez, vous voyez, élection des consuls, il y a 2 postes de consul. Si vous avez 2 candidats qui, au bout de, vous voyez, de 98 premières centuries, ont déjà chacun 98 voix, et on arrête. Les gens sont élus. Et la classe 2 vote pas, la classe 3 vote pas, la classe 4 vote pas, voilà. Donc non seulement les riches sont majoritaires, mais très souvent, sans doute, les pauvres ne votaient jamais. Alors s'il y a quelques désaccords chez les riches, peut-être la 2e classe votait assez souvent, mais beaucoup d'historiens actuels pensent que la 5e classe ne votait jamais. Et les prolétaires, vous imaginez, les prolétaires, les gens qui n'ont rien, ils représentent une centurie. Peut-être qu'ils représentaient 50% de la population. Peut-être que 50% de la population n'avait rien du tout. À eux seuls, ils ont une seule voix. Vous imaginez peut-être que 50% de la population représentait une seule voix qui ne votait jamais. Parce que jamais on ne descendait aussi bas. Donc vous voyez comment le système démocratique, entre guillemets, romain, n'a rien de démocratique. Et qu'en effet, on est dans un système aristocratique, là, au sens financier du terme. C'est-à-dire que ce sont les plus riches qui font l'élection. Et si les plus riches s'entendent, les pauvres ne viennent même pas voter. On arrête, ça y est, on a la majorité qu'il faut, on arrête. Donc vous voyez le problème que ça pose. Alors deuxième critère, qui évidemment a fait douter de l'équilibre idéal présenté par les philosophes grecs, c'est la domination du Sénat. Donc le Sénat, c'est ce conseil. C'est ce conseil. Alors, il avait 300 membres à l'origine, il est passé après à 600, puis à 1000, peu importe. Un conseil, en général, formé d'anciens magistrats, viagers. En théorie, il était renouvelé tous les 5 ans, mais les gens présents étaient reconduits, sauf scandale, grave problème, bon bien. Et c'est lui qui gérait au quotidien le régime républicain.
alors, selon les philosophes grecs, il y avait un équilibre entre les trois pouvoirs. Vous voyez, les assemblées, les magistrats, le Sénat, chacun avait son rôle, chacun s'équilibrait. On avait un régime mixte idéal, très équilibré, où la part démocratique, la part aristocratique, la part monarchique étaient à égalité. Les historiens du 19e siècle, en étudiant les textes romains, on dit mais tout ça, c'est une vision totalement idéalisée, ça marche pas du tout comme ça. Il y a parmi ces trois rouages qu'on vient d'évoquer, magistrat, Sénat, Assemblée, il y en a un qui domine tous les autres, c'est le Sénat. C'est le Sénat, en fait, qui vraiment dirige la République. Les magistrats, eux, ils obéissent aux ordres du Sénat, et on va voir, finalement, les assemblées sont en fait sous l'influence du Sénat. Donc le Sénat, lui, il se réunit tous les jours, régulièrement, vous voyez, il gère au quotidien, alors que les assemblées se réunissent que ponctuellement, à la demande d'un magistrat, donc il est plus efficace, parce qu'il est toujours là. Et en fait, c'est le Sénat qui gouverne vraiment. On l'a vu, le Sénat, c'est l'élément aristocratique du régime. Et dès le 19e siècle, les historiens ont pris l'habitude, qui encore de nos jours est solidement établie, de désigner la République romaine comme une république sénatoriale. On parle vraiment très très souvent de république sénatoriale, tout simplement, parce que c'est le Sénat qui domine, c'est-à-dire l'élément aristocratique. Et donc les historiens du 19e siècle disaient mais bon, c'est bon, quoi. L'aspect démocratique de Rome, il est où? En fait, on est véritablement dans une domination totale de l'aristocratie. Alors, bon, un philosophe grec aurait pu dire, mais attendez, vous exagérez. Le Sénat n'a aucun pouvoir sur l'Assemblée. L'Assemblée est totalement libre par rapport au Sénat. On n'est pas dans un système actuel où le pouvoir exécutif peut dissoudre la Chambre des députés. Hein. Et on se demande tous les jours, est-ce que le président de la République va dissoudre? Non, non, pas du tout. Hein. On est dans un système, alors là, on dirait, vous avez peut-être vu ça, de séparation des pouvoirs, qu'il y a plus aux États-Unis, en effet. Hein. Le Sénat ou les magistrats n'ont aucun pouvoir sur l'Assemblée. On dit, mais donc les philosophes grecs ont raison. Il y a tout de même, en fait, les comices romains ont plus de liberté que la Chambre des députés française actuelle. Alors, en fait, dans la réalité, le Sénat a une grande influence à travers les magistrats. C'est-à-dire que les projets de loi, par exemple, donc normalement, ils sont votés par les comices et les magistrats proposent leurs projets. Bon, très bien. Sauf qu'avant, ils présentent les projets au Sénat. Et on discute du projet au Sénat. Alors vous direz, bah, c'est bien, ça permet de l'améliorer, comme actuellement à l'Assemblée, vous avez des discussions quand un projet de loi, une proposition de loi est présenté, les députés discutent, mettent des amendements. Oui. Sauf qu'en fait, grâce à cela, le Sénat peut montrer son avis sur la question. On se rend compte que si le Sénat dit on n'est pas d'accord, ah non, ce projet de loi il est pas bon, eh ben la plupart du temps, les magistrats le retiraient. Ils ne le présentaient jamais devant le peuple. Et donc le Sénat filtrait les propositions de loi présentées par les magistrats. Et les rares cas où les magistrats passaient outre, c'était la crise du régime, c'était le clash. Et donc, un magistrat, vous voyez, c'était une grosse responsabilité de se dire, bah non, je vais au-delà du désaccord du Sénat, alors qu'il était informel, hein, ça n'avait rien de juridique, hein, le Sénat donnait son avis, comme ça, point final. Hein. Le magistrat qui disait, bah non, je vais plus loin, savait qu'il créait une crise. Il créait une crise avec le Sénat. Donc évidemment, ça faisait réfléchir. Bon. Donc, de ce point de vue-là, vous voyez, le Sénat conditionne le travail de l'Assemblée, et on se rend compte finalement, quand on fait le bilan des projets de loi, qu'on a très peu d'exemples de projets de loi rejetés par l'Assemblée. Et les historiens actuels, qui justement insistent sur le caractère aristocratique du régime romain, disent, regardez, l'Assemblée, mais elle n'avait aucune autonomie, elle votait tout ce qu'on lui demandait de voter. Les cas où vraiment une proposition de loi est rejetée sont extrêmement rares. On a peut-être 4-5 cas en 2 siècles, par exemple. Vous voyez, les périodes, on a pu faire des statistiques. Hein. Donc, du coup, dans la réalité, bon, c'est le Sénat qui décide, en fait. Bien. Troisième élément de ce caractère aristocratique, c'est la noblesse. Alors, au sein du Sénat, vous avez un groupe plus restreint de sénateurs qu'on dit nobles. Donc, les nobles sont aussi sénateurs. Hein. C'est un groupe interne au Sénat. Et les nobles ont comme caractère et comme critère de définition d'avoir des ancêtres prestigieux, d'avoir des ancêtres consuls. Hein. Le consulat est la magistrature la plus importante à Rome. Il y a 2 consuls par an. Et les familles qui descendent d'un consul sont très prestigieuses.
Et à la longue, on crée un groupe social qu'on appelle la noblesse. Et donc, au sein de ces aristocrates que sont les sénateurs, les nobles représentent un groupe de super aristocrates. Les aristocrates les plus aristocratiques des aristocrates, et qui sont au cœur du régime. Et on se rend compte que ce sont ces nobles qui dominent le Sénat. Donc, le Sénat domine le régime et les nobles dominent le Sénat. Donc, les aristocrates du Sénat dominent le régime et les super aristocrates de la noblesse dominent le Sénat qui est lui-même aristocratique. Donc, vous voyez le système, comment il fonctionne. Alors, cette hégémonie de la noblesse a été en effet, bon, là encore, dès les années 1900, mise en valeur, mais en s'appuyant sur des sources romaines d'ailleurs, hein, qui le disent bien, qui disent mais la République c'est le régime de la noblesse, c'est le régime non, même pas du Sénat, de la noblesse, de quelques centaines de familles qui se reproduisent héréditairement, vous voyez, et qui décident de tout. Et on se rend compte que tous les postes les plus importants, le consulat, les grandes provinces, les grands commandements sont tenus par des nobles. Et qu'on a un système circulaire, à savoir un noble, donc un descendant de consul, lui-même a plus de chances d'être élu consul qu'un autre. Vous voyez, donc, parce que mon père a été consul, moi-même je vais être consul et mon fils va être consul. Alors, vous me direz, c'est un système social qu'on connaît de nos jours, hein, évidemment. Hein. Les fils d'énarques ont plus de chances de devenir énarques, les fils de médecins ont plus de chances de devenir médecins. Bon, bien, ces hérédités sociales, hein, on les connaît bien. Mais dans le système romain, politique romain, elle est vraiment portée à la caricature. Selon les périodes, on se rend compte que pour se limiter donc à la magistrature la plus importante, le consulat, 75 à 90% des consuls sont des nobles. Hein, 75%, c'est quand le système est un peu ouvert. Vous voyez, et 90% de consuls nobles, c'est quand le système est fermé. Vous voyez un peu la marge. Hein. Alors les gens, les consuls qui ne sont pas nobles, on appelle ça des hommes nouveaux. Hein, les hommes nouveaux, bah, ils ont du mal à se faire élire consul. Quand vous n'êtes pas vous-même noble, c'est extrêmement difficile d'être élu consul. Et on a l'impression, vous voyez, que ça y est, la noblesse, au sein du Sénat, la noblesse, peut-être 200 familles sur une même génération, vous voyez, en fait, verrouille les principaux postes de pouvoir. Alors là, la démocratie, où est-elle là-dedans? Alors, malgré tout, hein, et là on est dans le deuxième temps de notre réflexion, le peuple peut avoir un rôle. Alors peut-être que c'est pas démocratique, voire même ça l'est pas du tout. On est plutôt dans The Voice que dans la démocratie, on va voir. Mais le système aristocratique est nobiliaire, et c'est sans doute son habileté. C'est un système qui a duré 5 siècles. Donc c'est que nous, c'est un système qui peut nous choquer, par son caractère, vous voyez, de domination d'un groupe social restreint. Mais s'il a duré 5 siècles, c'est qu'il avait su trouver des compromis avec le peuple. Et donc, en fait, le système aristocratique, le peuple a un rôle que des historiens actuels, depuis une trentaine d'années, ont mis en valeur, en s'inspirant de la sociologie, qu'on appelle la tierce instance neutre. Alors, tierce, oui, c'est un mot compliqué pour dire le troisième. Hein, vous voyez, une instance, vous savez, c'est en effet quelqu'un qui décide. Et l'important, c'est que le peuple est neutre. Donc, l'idée de ces historiens actuels, et qui est, quand on voit les sources, tout à fait convaincante, est qu'en fait, les assemblées du peuple, spécialement pour les élections, jouent un rôle capital. Donc, faut pas caricaturer, faut pas dire elles font ce que veulent les aristocrates. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Pourquoi? Parce que c'est le peuple qui va trancher dans la lutte entre aristocrates. Les aristocrates romains, spécialement les nobles, se livrent à une rivalité féroce pour avoir les postes de pouvoir. Cette rivalité pourrait déboucher sur la guerre civile, vous voyez, sur des troubles. Mais non, on a trouvé un instrument de régulation, les assemblées. Ce sont les assemblées qui vont en fait trancher les rivalités entre les nobles. Et les assemblées vont le faire de façon légitime parce que le peuple est neutre. Le peuple n'est pas impliqué par ces rivalités. Donc le peuple, en fait, va jouer un rôle d'arbitre, si vous voulez, d'arbitrage par rapport à des querelles qui ne le concernent pas, d'une certaine façon. Et donc, plutôt que s'étriper, les nobles vont s'en remettre au peuple pour trancher lequel est le meilleur, puisque c'est ça l'élection. C'est qui est le meilleur. Lequel est le meilleur pour occuper le consulat. Et là, évidemment, on n'est pas dans la démocratie, mais pour autant, le peuple a un rôle fondamental, sur lequel le régime exploserait. Alors, évidemment, il faut bien insister, du coup, selon ce modèle explicatif. Rome ne connaît pas la souveraineté populaire. L'idée de la souveraineté du peuple, on a vu en introduction que c'est un principe fondamental de la démocratie, c'est un concept qui n'existe pas à Rome. Et donc, quand une assemblée romaine élit un consul, elle ne le fait pas comme nous élisons quelqu'un. Donc, dans le cas démocratique, c'est le peuple qui est détenteur de la souveraineté.
Et c'est en vertu de cette souveraineté qu'il va en quelque sorte déléguer ses pouvoirs à des représentants. On est dans un système représentatif, nous-mêmes on ne peut pas exercer notre propre souveraineté, donc on va la déléguer à des représentants, voilà, qui peuvent être des députés, mais aussi le président de la République. Bon, mais on délègue une souveraineté dont nous sommes les détenteurs. À Rome, c'est pas ça. Le peuple romain n'a aucune souveraineté. Le peuple romain est comme un jury d'examen, un jury de concours ou un jury de ces télécrochets, vous connaissez, The Voice, J'ai un incroyable talent, enfin que sais-je. C'est-à-dire que vous avez des candidats qui passent et le jury dit, voilà qui est le meilleur. Ah oui, ah celui-là, il est mieux chanté que les autres. Ah, il a une meilleure voix, allez hop, je vote pour lui. Et c'est là on trouve la logique aristocratique, si vous voulez. On cherche le meilleur et c'est comme un jury. C'est comme un jury. Alors après, c'est intéressant parce que du coup, les gens qui sont élus, c'est comme quelqu'un qui a réussi un concours. Ils disent pas, ah oui, je suis élu grâce au peuple. Ils disent, je suis élu parce que le peuple a reconnu ma valeur. C'est moi-même, en fait, qui me suis fait élire. Vous voyez, c'est pas le peuple qui m'a élu. C'est moi-même qui me suis fait élire parce que j'ai su montrer ma valeur. On n'est pas du tout dans la démocratie. Vous voyez comment les systèmes aristocratiques fonctionnent. Le peuple joue bien un rôle, mais la logique reste pourtant totalement aristocratique. Et le peuple est intégré dans un mode de fonctionnement qui permet à l'aristocratie de fonctionner, et à la fois le légitime. Parce que le peuple, du coup, il est content. Il a un rôle, on lui demande son avis, on tient compte de son avis. Bon, voilà, très bien. Et on voit bien l'intelligence de ce régime, qui pour nous peuvent nous sembler vraiment un régime très aristocratique, mais qui est aussi un régime très intégrateur. Hein. C'est aussi plus tard le cas du régime impérial romain. La force des systèmes romains sur la durée, c'est que en général, c'est des systèmes inégalitaires, mais très intégrateurs. Donc on intègre de façon inégalitaire, mais on intègre tout le monde. On laisse personne sur le bord de la route. Et du coup, ça a permis à ces régimes de tenir très longtemps avec ce genre de compromis à l'arrivée. Bon, voilà, hein, le peuple peut s'estimer respecté pour ces raisons-là. Il faut savoir que pendant les campagnes électorales, les candidats venaient en effet faire des cadeaux au peuple, venaient faire des bisous au peuple, lui serrer la main, enfin montrer son respect pour le peuple. Hein. Bon voilà, donc les citoyens étaient ravis. Bon voilà, donc tout de même, au moment où le peuple était véritablement valorisé. Et puis c'était pas tous les 5 ans, c'était tous les ans. Hein, parce que là encore, hein, vous savez, à Rome, on change de magistrat tous les ans. L'idée d'un pouvoir qui reste 58 pour les esprits de l'Antiquité, c'est la dictature, c'est la tyrannie. C'est inconcevable. Hein. Donc, toutes les années, on demandait au peuple de voter. Et tous les années, on faisait plein de salam alek devant les citoyens pour qu'ils votent pour vous. Donc, voilà, le peuple était plutôt content de ce système. Donc, voilà comment, pendant 2 siècles, la plupart des historiens voyaient le mode de fonctionnement du régime romain. Un régime aristocratique, vous voyez, qui intègre les citoyens, mais il ne faut pas faire de contresens. L'intégration des citoyens ne veut pas dire démocratie. Hein, parce que la légitimité, la logique du régime est totalement différente. Cependant, et on arrive au dernier point de ma réflexion, cependant, depuis 30-40 ans, vous avez un nouveau paradigme. Un paradigme, c'est un modèle d'explication qui s'impose, hein, c'est ça le sens de paradigme. Hein. Vous avez un nouveau modèle de compréhension, d'interprétation de la République romaine qui a été défendu, qui a eu beaucoup d'influence, hein, et qui dit non, Rome était une démocratie. Alors, j'ai fait aucune référence jusqu'ici, mais là, on est obligé de le faire parce que c'est lié vraiment à un individu, un très grand historien de Rome qui s'appelait Fergus Millard. Donc, je l'ai mis en effet dans le vocabulaire, hein, Fergus Millard. Alors, vous voyez, historien britannique, professeur Oxford, mort récemment, britannique, mais pas anglais, écossais. Il se prénomme Fergus. Hein, vous voyez, bon, très bien. Faut pas mélanger hein, les torchons et les serviettes, bon, bien. Et à partir des années 80, Fergus Millard a défendu l'idée assez iconoclaste que la République romaine était une démocratie. Ou plus exactement, pour éviter de caricaturer sa pensée comme l'ont fait beaucoup de ses contradicteurs, que dans le dernier siècle de la République, en fait le siècle de crise, Rome avait connu un phénomène de démocratisation. Alors, il met en valeur 2 points, enfin, je vais, disons, dans ces arguments, en sectionner 2 qui me paraissent le plus importants. D'une part, en effet, j'y ai fait tout à l'heure allusion, en termes de vote des assemblées, on est passé d'un vote oral à un vote secret sous forme de bulletin de vote. On a vu une monnaie, on voit une deuxième qui illustre en effet cette avancée. Vous voyez, un citoyen qui met son bulletin dans un
ce que nous on appellerait une urne. Nous, on a plutôt l'impression d'une corbeille à papier, mais enfin bon, c'est une urne romaine, voilà. Il a sa toge, hein, la toge citoyen, on vient habillé en toge pour voter, hein, voilà, bien évidemment. Mais voilà. Là, on est en 63, on est 60 ans après le vote des lois tabellaires, je vous rappelle, c'est les années 130 avant Jésus-Christ. Donc il y a ce vote qui normalement permet de soustraire les électeurs à la pression des aristocrates lors des élections, premier point. Et deuxième point, vous avez le changement de la contio. Alors, hop, on va monter pour le vocabulaire. Contio. Qu'est-ce qu'on appelle contio? Ce sont des assemblées préparatoires, si vous voulez, ou des réunions préparatoires aux comices. On l'a vu, bon, au moment des comices, on se contente de voter. Alors, du coup, les magistrats organisent auparavant des sortes de réunions informelles où ils vont proposer les projets de loi, quand il s'agit de loi à voter, hein, les expliquer un peu comme ça aux citoyens. Ou quand il y a des élections, ils soutiennent tel ou tel candidat, ou ils présentent tel ou tel candidat. Bon. Et donc, alors ça se comprend, hein, puisque lors des comices, tout ça n'est pas fait. Hein, donc, vous avez ces réunions, alors à moitié formelles, à moitié informelles, parce qu'il faut un magistrat tout de même pour convoquer ces réunions, mais qui ne vote pas, hein, c'est une sorte de réunion d'information, hein, si vous voulez. Bon. Donc, traditionnellement, les contio fonctionnaient de manière très disciplinée, comme les comices en fait. Hein. Le magistrat monte sur une estrade, il présente son projet, le peuple ne dit rien, puis après il le vote, puis c'est bon, hein, on arrête là. La nouveauté dans le dernier siècle de la République romaine, c'est que le peuple va réagir. Les contio deviennent extrêmement mouvementés, extrêmement dissipés. Les citoyens réagissent, ils applaudissent, ils huent, ils acclament, vous voyez, au contraire, ils vont huer les choses dont ils ne veulent pas et tout ça. Et donc et du coup le magistrat leur répond. Vous avez une sorte de dialogue. Alors c'est sous forme de clameur, vous voyez, sous forme de clameur, hein, d'applaudissements, d'acclamations, au contraire, de huées, d'insultes que le public répond. Hein. On a l'impression d'une sorte de dialogue entre le magistrat, vous voyez, le public et les citoyens. Et donc Millard dit, ah mais regardez, du coup les choses ont changé. Il y a un vrai débat démocratique, vous voyez, au sein de Rome. Les aristocrates acceptent, au sein de la contio, les comices fonctionnent toujours pareil, hein, mais au sein de la contio, les aristocrates acceptent justement de débattre avec le peuple. On est dans une logique démocratique. Donc voilà, grosso modo, les arguments de Millard. Alors, en effet, bon, honnêtement, quand on regarde dans le détail, le point de vue de Millard est assez difficile à accepter, si vous voulez, parce qu'on se rend compte que la réaction du peuple se limite à des applaudissements, des huées. Il n'y a pas un vrai débat, il n'y a pas un vrai dialogue, il n'y a pas, vous voyez, un échange d'arguments rationnels. D'autre part, on se rend compte que le plus souvent, en fait, les magistrats manipulent le public. C'est comme les AG étudiantes, hein, si vous voulez. Hein. Donc évidemment, plus tard, quand vous serez à la fac, hein, spécialement si vous êtes à Rennes 2, bon évidemment vous apprendrez ça, bien sûr. Hein. Les AG étudiantes sont grosso modo aussi démocratiques que les contio romaines, c'est-à-dire pas beaucoup, voire pas du tout. À savoir que quand vous êtes un meneur étudiant un peu expérimenté, vous réussissez à faire voter ce que vous voulez à la dite AG, hein, et vous réussissez en effet à la manipuler. Et bon, les contio romaines c'est pareil, hein, c'est pareil. Donc je leur dis mais Fergus Millard se moque du monde, c'est pas une vraie démocratie. Hein. Donc l'explication démocratique, elle a été rejetée en général. Mais tout de même, et c'est là qu'on voit que le nouveau paradigme, le nouveau mode d'explication de Fergus Millard a eu beaucoup d'influence, il y a quelque chose de nouveau qui se passe. C'est-à-dire que les aristocrates ressentent le besoin d'expliquer leur projet. Ils ressentent le besoin que le peuple sache ce qu'ils veulent faire et sache pourquoi ils veulent le faire. C'est-à-dire, en fait, on a l'impression que les aristocrates romains prennent, en quelque sorte, l'opinion publique au sérieux, qui tiennent compte de l'opinion publique et qui font en sorte que l'opinion publique soit de leur côté. Et que ça, c'est une nouveauté, et que là, il y a bien quelque chose d'important, en effet, qui est en train de se passer. Et cette attention à l'opinion publique se voit aussi à l'attention que les hommes politiques romains ont aux manifestations lors des spectacles. Car à part les contio, le moment où finalement le peuple exprime son avis politique de la façon la plus libre, c'est lors des spectacles, lors des pièces de théâtre, lors des courses de chars. Pourquoi ? Parce que lors de ces spectacles, le peuple va soit acclamer, soit huer
des sénateurs ou des hommes politiques qui sont sur les gradins ou qui rentrent. Et vous avez des sièges réservés pour les sénateurs dans les théâtres romains, et quand vous avez des sénateurs en groupe ou individuellement qui s'installent ou qui sortent, le peuple peut en effet soit les acclamer, soit les applaudir, soit au contraire les insulter, les huer. Le peuple peut aussi, de façon un peu rythmée d'ailleurs, hein, une sorte de mélopée, une sorte de rap romain, si vous voulez, quelquefois il peut répercuter des demandes politiques aussi. Et donc ces lieux de spectacle sont en fait des grands lieux de manifestation politique. Bon, bien. Mais évidemment, sous une forme qui est très primaire. Ça ne permet pas de parler de démocratie. En revanche, ça permet de prendre la température de l'opinion publique. Ça remplace les instituts de sondage actuels. Les hommes politiques romains sont comme les hommes politiques actuels. Alors, il n'y a pas de sondage, mais il dit comment le peuple a réagi lors du dernier spectacle. C'est-à-dire, un tel a été applaudi parce qu'il a demandé le rappel d'exil d'un tel. C'est que le peuple est d'accord. Au contraire, un tel a été hué, il était obligé de quitter les gradins, tellement on l'insultait, tout ça, parce qu'il a attaqué tel autre homme politique. Ça prouve que ce qu'il a fait était maladroit, hein, c'était idiot, on va arrêter. Voilà. Et donc, on voit très bien par exemple, dans la correspondance de Cicéron, qui est un grand orateur du temps et tout, on voit cette sensibilité des aristocrates, justement, à l'opinion. Alors, vous savez tout le débat des sondages actuels. Suivez les sondages, est-ce que c'est de la démocratie? On sait très bien qu'il y a débat et que la réponse n'est pas évidente. Hein, bon bien, mais il y a au moins cette sensibilité des aristocrates romains. Que pense le peuple? Que pense le peuple? Donc, démocratie sûrement pas. Mais il y a bien, et c'est là où Millard tout juste, il y a bien une mutation politique. Alors de fait, du coup, on arrive au petit 3, ça montre bien que avant ça existait peut-être, mais plus qu'avant, dans ce dernier siècle de la République, les hommes politiques ressentent la nécessité d'une communication politique, hein, pour prendre évidemment des termes à la mode actuelle. Et donc, la Contio est un élément de cette communication. Et on ne se contente pas, voilà, d'avoir un projet, de la présenter devant le Sénat et puis de la faire voter par le peuple. On fait tout un travail de communication pour avoir le peuple de son côté, hein, et pour convaincre le peuple, peut-être quelquefois plus en jouant de façon affective ou irrationnelle que par des vrais arguments rationnels. Ça n'a pas beaucoup changé, mais en tout cas d'avoir le peuple de son côté. On peut prendre l'exemple de César qui était un virtuose à l'époque, hein, lors de son consulat qui a lieu en 59. Hein. En 59, César donc était consul en même temps qu'un autre qui s'appelait Bibulus, hein, donc était son associé, mais qui était du parti politique totalement opposé. Bibulus était un conservateur, César était un populaire, c'est en gros ce qu'étaient les progressistes romains, grosso modo, et donc ils avaient des points de vue totalement différents. Et César a donc présenté des projets de loi, et il présentait lors de Contio, hein, déjà, voilà, bon bien, et par des moyens violents, il empêchait Bibulus de venir pour essayer justement de lui apporter la contradiction. Et Bibulus était obligé de rester dans sa maison, il ne pouvait plus sortir de sa maison. Et César avait éliminé la contradiction, il faisait ses contio, il expliquait ses projets, le peuple il rassemblait, l'écoutait, enfin, c'est-à-dire qu'il avait réussi à écraser la concurrence. Alors, Bibulus a réagi, puisqu'il pouvait plus parler, il a écrit. C'est-à-dire qu'en effet, il écrivait des édits qu'il publiait sur les murs, comme ça, du forum, des maisons, où il expliquait son point de vue. Et les sources de l'époque disent, ah oui, les citoyens viennent lire les édits. Donc, il a essayé de répondre par une campagne de communication lui-même. Communication écrite, vous voyez, puisque oralement, il pouvait plus rien faire. Alors, on peut se demander, mais combien de Romains pouvaient lire? Est-ce que ça avait le même impact que, vous voyez, les Contio de César? On ne sait pas bien. On voit que les deux hommes ont vraiment conscience que il faut qu'ils expliquent leur action politique au peuple et que quand le moyen le plus qui est en train de s'imposer, la Contio, n'est plus possible, qu'on vous la fermez, hein, si vous voulez, essayez de trouver autre chose. Ensuite, César, après son consulat, vous voyez, va devenir proconsul des Gaules pendant 10 ans, hein, de 58 à 50. C'est le moment où il conquiert la Gaule, hein, évidemment, sur haut fait d'armes. Et vous le savez peut-être, du coup, c'est à ce moment qu'il va écrire un récit, hein, de la conquête de la Gaule. Hein. Alors en fait, il faut savoir qu'au départ, ça vient de rapports tous les ans. Les gouverneurs de province romains devaient envoyer un rapport au Sénat où ils expliquaient, voilà, ce qu'ils avaient fait, comme tout gouverneur doit le faire. Et l'intelligence, là, encore en termes de communication politique de César, c'est qu'à partir de ces rapports assez brefs, très techniques, qu'on lisait pendant, je sais pas moi, un quart d'heure devant le Sénat, et puis on passait à autre chose, lui, César, fait des textes beaucoup plus longs, beaucoup plus rédigés, et qu'ensuite il diffuse dans le public pour faire connaître ses victoires au cours de l'année.
Et ensuite, repris, sûrement encore réécrit, sûrement évidemment réécrit, ce travail a donné son ouvrage sur la guerre des Gaules. Mais en fait, la guerre des Gaules s'appuie sur les commentaires. Les commentaires, vous savez, vous avez souvent les commentaires pour parler de la guerre des Gaules, c'est noms qu'on donnait à ces rapports que les gouverneurs envoyaient au Sénat tous les ans, justement, voilà. Donc la base de la guerre des Gaules de César, peut-être certains d'entre vous qui ont fait un peu de latin ont peut-être traduit 2-3 phrases de César, considéré comme un latin pas très compliqué, ce qui d'ailleurs reste à discuter, mais passons. Donc ça vient justement de ces ouvrages en fait de communication. Donc il y avait le rapport devant le Sénat qui devait répondre, si vous voulez, aux normes habituelles. Et puis il y avait la forme beaucoup plus développée, diffusée dans la classe politique romaine, mais aussi dans le public romain, pour justement expliquer ce qu'il faisait, mais exalter, célébrer donc ses victoires. Et pendant 10 ans, César a inondé entre guillemets Rome de ses récits, de ses campagnes. Là encore, évidemment, pour augmenter sa popularité et pour préparer sa campagne future. Donc on voit très bien, en effet, des stratégies assez sophistiquées développées par les hommes politiques de ce dernier siècle de la République. Et c'est en ça que Fergus Millar, si vous voulez, a une influence. Et donc ça m'amène à mon dernier point. C'est-à-dire qu'on est passé d'une histoire par le haut à une histoire par le bas. On essaye de passer une histoire par le bas. La tradition du 19e et 20e siècle que j'ai évoquée, c'est-à-dire d'une explication aristocratique du régime, du point de vue, je dirais, érudit, elle a raison. C'est un régime aristocratique, bien. Mais son problème, c'est qu'évidemment, elle a une vision réductrice du fonctionnement du régime. C'est-à-dire qu'elle se concentre uniquement sur le haut, c'est-à-dire la noblesse, la classe dirigeante, ce qu'ils font, leur rivalité, leur jeu de pouvoir. Et le peuple est là, comme presque un spectateur. Alors, certes, ça a été nuancé, je l'ai expliqué avec la théorie de la tierce instance. Certains, récemment, dans cette logique aristocratique, ont réintroduit le rôle du peuple en disant non, le peuple n'est pas qu'un spectateur, c'est un acteur important. Non. Mais malgré tout, une histoire par le haut. Et la conséquence, en effet, d'une nouvelle explication proposée par Millar, c'est justement de pousser les historiens à faire une histoire par le bas, c'est-à-dire qu'à s'intéresser à ce que le peuple pensait, à ce qu'il voulait, et aussi évidemment à ce que les aristocrates, eux, voyaient. Et dans quelle mesure les aristocrates tenaient compte du peuple. Et faire une histoire, vous voyez, qui soit bilatérale, qui aille en effet à la fois du haut vers le bas, oui, mais aussi du bas vers le haut. Évidemment, du haut vers le bas, on dit dans l'histoire par le haut, il y a les aristocrates qui décident, ça descend vers le bas, et on passe l'histoire du bas vers le haut, c'est-à-dire que les aristocrates tiennent compte de ce que pense le peuple, et ils ajustent non seulement leur stratégie, mais peut-être aussi parfois leur politique, en fonction des réactions du peuple, en fonction de ce qu'ils pensent que le peuple pense. Peut-être qu'ils peuvent se tromper, bien évidemment. Et donc c'est une autre façon, vous voyez, de voir l'histoire du régime républicain. Et du coup, l'idée que Rome est une démocratie, finalement, Millar est suivi par personne. Mais en revanche, il a réussi à totalement modifier la vision qu'on avait du système. Et par exemple, j'ai parlé d'opinion publique. Il y a 50 ans, le concept d'opinion publique semblait totalement anachronique pour le monde romain. Vous aviez une théorie remontant à un grand philosophe sociologue allemand des années 1960 qui disait l'opinion publique naît au XVIIIe siècle avec les salons des philosophes. Avant le XVIIIe, il n'y a pas d'opinion publique. Maintenant, vous avez vu, je vous ai parlé d'opinion publique. Dans l'Antiquité, maintenant, on estime qu'il existait une opinion publique dans l'Antiquité. Et entre autres, c'est parce que Millar a fait ce changement de regard sur le régime. Donc, pour terminer, la réponse est à la fois simple et complexe. Simple, je l'ai donnée dès le départ. Non, parce que les Romains eux-mêmes la donnaient. Non, Rome n'est pas une démocratie, les Romains étaient les premiers à le dire. Il n'y a pas un gros suspense. Bien. Ensuite, il est certain que dans le cas d'un régime dont la nature aristocratique n'est pas contestable, et on a vu les points forts de cette aristocratie, et qui tenait le régime, et a tenu le régime des centaines d'années, malgré tout, vous aviez un mode de fonctionnement qui donnait aux citoyens romains et au peuple un rôle beaucoup plus important qu'on ne le pensait, enfin que les historiens modernes ne le pensaient il y a 30 ou 50 ans. Donc, il ne faut pas faire de contresens. Ce rôle du peuple dans un régime aristocratique ne suffit pas pour parler de démocratie. Et là-dessus, il faut être évidemment nuancé et avoir un minimum de subtilité, bien sûr.
Mais simplement, il faut avoir conscience que des régimes aristocratiques peuvent avoir des modes de fonctionnement assez différents. Alors, si on revient à la réflexion des philosophes grecs, qui est terminée là-dessus, est-ce que cette revalorisation du rôle du peuple dans le régime, tel que les historiens le font actuellement depuis en effet 20 ou 30 ans, dans le sillage de Fergus Millar, est-ce qu'il permettrait de revenir au modèle du régime mixte des philosophes grecs, en disant finalement ils avaient raison, il y a bien une vraie, je dirais, il y a vraiment un aspect démocratique vraiment dans le régime romain. Hein. On a dit mais non, il faut l'éliminer, on l'a sous-estimé. On pourrait poser la question. Est-ce que ce rôle du peuple qui est réel permet tout de même de parler de régime mixte? Honnêtement, je suis pas très convaincu. Hein. Je pense qu'il faut rester à l'idée d'un régime aristocratique, mais ensuite, non pas le concevoir de façon simpliste, hein, mais le concevoir comme en effet un régime extrêmement, si vous voulez, complexe, sophistiqué, ce qui lui a permis de tenir 500 ans. Et finalement, comme vous le savez sans doute, je terminerai là-dessus, c'est pas le peuple qui a balayé l'aristocratie romaine, c'est un homme seul, c'est l'empereur. C'est-à-dire que il y a eu peut-être en effet des sortes de ferments de démocratie qui existaient à la fin de la République romaine. C'est possible, hein, Millard a peut-être raison. En effet, il faut distinguer là aussi démocratisation et démocratie. Vous pouvez très bien avoir des phénomènes qui vont vers la démocratie mais qui n'aboutissent pas. Donc on peut parler de processus de démocratisation sans penser que l'aboutissement en a été la démocratie. Vous voyez, donc on peut distinguer les deux termes, hein, bien évidemment. Bon, mais à l'arrivée, la démocratie n'a pas remplacé l'aristocratie. C'est la monarchie qui a remplacé l'aristocratie. Et il a fallu un siècle de guerre civile, il a fallu évidemment des généraux avec des armées de centaines de millions de soldats pour finalement abattre ce régime aristocratique romain, vous voyez, extrêmement perfectionné, extrêmement sophistiqué, et qui avait vraiment tenu pendant très très longtemps face à tous les années d'histoire. Voilà, je vous remercie de votre attention. Donc si vous avez des questions... Oui. Si on considère que la démocratisation se développe vers la fin de la République, on peut dire que l'Empire est un peu plus démocratique. Alors, de fait, de la même façon que quand on parle d'aristocratie romaine, il faut avoir une vision complexe, je pense que le régime impérial est aussi un régime complexe. Et qu'il ne suffit pas de parler de monarchie pour résoudre le problème. Et qu'en fait, je ne pense pas que l'Empire romain soit une monarchie au sens grec du terme, mais un régime beaucoup plus complexe où l'héritage aristocratique est toujours présent, et en effet, où les principes démocratiques sont aussi présents. Et on a pu défendre l'idée que le régime impérial était plus démocratique que le régime républicain, en effet, et on sait très bien, bon là c'est déjà des débats d'érudits, on sait très bien que le terme démocratique existe dans le grec impérial, et les empereurs romains sont dits démocratiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils aiment le peuple, tout simplement, voilà. Mais en effet, je dirais, il y a chez les empereurs romains un respect des citoyens, donc comme avant les aristocrates. J'évoquais les manifestations en effet du peuple lors des spectacles où le peuple fait des demandes politiques et que les aristocrates prennent en compte. Ça continue sous l'Empire, les empereurs aussi en prennent en compte ou font semblant de le prendre en compte, en tout cas respectent. Le peuple n'est pas rabroué, patiemment l'empereur écoute même si ça l'ennuie, laisse le peuple s'exprimer, après lui donne raison ou pas, bon voilà, bon bien. Et c'est vrai que les empereurs, alors c'est variable sur les empereurs, mais ont toujours une volonté de montrer leur respect des citoyens, exactement, et le respect des principes civiques. Et il y a le modèle de l'empereur citoyen. Donc alors, c'est évidemment ambigu, c'est ambigu, et il y a l'idée aussi que l'empereur, finalement, il tient son pouvoir du peuple. L'empereur est un mandataire du peuple. Donc de ce point de vue-là, je suis d'accord avec vous. Le régime impérial romain est un régime aussi, alors les philosophes grecs auraient dit peut-être un régime mixte aussi, mais un régime extrêmement complexe. Tout à fait, c'est vrai. Non, s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises, qui étaient un peu trop compliquées.
Et par rapport aux enjeux que vous avez vus cette année, justement, vous voyez bien la différence entre la démocratie grecque hein, et puis le système romain. Oui. Pardon? Oui. Alors, le régime censitaire, ça veut dire qu'on tient compte de la fortune des citoyens et qu'ensuite, en effet, les assemblées sont organisées en fonction de la fortune hein, et puis après les votes aussi en fonction de la fortune. Donc, vous l'avez vu, les citoyens sont divisés en classes, 5 classes. Au-dessus de la classe 1, vous avez un groupe spécial, les chevaliers les plus riches. En dessous, vous avez les prolétaires qui sont vraiment les plus pauvres. Bon, bien. Et les classes elles-mêmes sont divisées en centuries, les centuries étant aussi composées en fonction de critères de fortune. Et ensuite, l'Assemblée est organisée en fonction, vous voyez, de ces fortunes-là, et les votes sont organisés en fonction aussi de cette structure-là. Et donc, en effet, on demande aux plus riches de voter les premiers. Voilà, chaque centurie ayant une voix, on vote pas par individu mais par unité de vote, et on arrête le vote quand les candidats ont obtenu la majorité absolue, ce qui veut dire que les centuriers des plus pauvres, de la classe 4 à la classe 5, ne votent jamais. Donc voilà ce qu'est le système censitaire. Oui. Alors, parce qu'au départ, si vous voulez, c'était le système aussi d'organisation de l'armée. Au départ, les commissions centuriates, c'est l'armée romaine, et l'armée romaine, après, vous voyez, devenant une assemblée, mais vous voyez, c'est une sorte d'assemblée en armes. Or, dans le cas de l'armée romaine des premiers temps, c'était les soldats qui payaient leur propre équipement, donc la fortune comptait, et du coup, évidemment, on rangeait les soldats en fonction de leur équipement, mais l'équipement renvoyant à la fortune. Donc les plus riches avaient un cheval, c'était les centuriers, c'était les cavaliers, vous pouvez payer un cheval. Les gens très aisés pouvaient avoir l'équipement du fantassin lourd, la cuirasse, le bouclier, le casque, bon bien voilà. Donc et puis après vous aviez, plus vous étiez pauvre, moins vous aviez d'armes. Et à la fin, vous aviez les archers, vous aviez des gens, vous voyez, qui avaient un simple bouclier d'osier, enfin très peu de choses pour se défendre. Et donc l'armée était organisée comme ça, pour des raisons tactiques. Entre en effet les gens riches qui venaient avec des équipements très perfectionnés, les gens pauvres qui n'en avaient pas. Et par ailleurs, du coup, évidemment, à l'armée, vous aviez des artisans, c'est-à-dire que c'est en gros, c'est le génie actuel. Et ils avaient des musiciens, parce que les Romains, comme encore de nos jours, la musique militaire, toutes les armées ont une musique militaire. Donc après, vous aviez une centurie, une unité de musique militaire. Vous aviez une centurie d'artisans hein, qui étaient là pour construire des ponts, des choses comme ça. Bon bien. Et l'Assemblée, ce n'est que l'armée, vous voyez, l'armée en train de voter. Hein. L'origine de l'Assemblée, c'est l'armée. Et ça oblige cette structure-là. À la fois, évidemment, les musiciens et les artisans qui ont leur propre unité de vote, on se demande ce qu'ils font là, en effet. Et ça explique aussi l'aspect censitaire. Le truc de départ, l'aspect de départ, c'est en effet la fortune que vous avez pour vous équiper vous-même. On a organisé l'armée des unités de fantassins lourds qu'on mettait au premier rang, les unités, vous voyez, plus légères qu'on mettait derrière, les unités de cavaliers qu'on mettait sur les ailes, enfin des choses comme ça. Et à partir de là, l'organisation de l'armée s'est dupliquée dans l'organisation de l'Assemblée. Sauf qu'évidemment, cette organisation militaire donnait la priorité aux gens les plus riches parce que c'était les gens qui avaient l'armement le plus sophistiqué, donc qui étaient militairement aussi les plus efficaces dans le cadre de la guerre. Alors, l'idée que le peuple puisse renverser, là, ça évidemment c'était exclu dans le cadre d'un fonctionnement régulier. Que le peuple ait une expertise militaire, oui, dans la mesure où, normalement, jusqu'en 167, les citoyens romains étaient astreints au service militaire et que les citoyens romains la plupart avaient une expérience militaire importante, en effet. Et souvent, en fait, les magistrats, ou les candidats, c'était les futurs généraux, les anciens généraux. Donc vous avez raison, il y avait au rapport magistrat-citoyen se superposait un rapport souvent général-soldat. Et ça pouvait peser. Enfin, vous avez des aristocrates qui ont échoué aux élections parce que leurs anciens subordonnés, en effet, avaient un mauvais souvenir de leur conduite en tant que général. Par exemple, un soldat, un général qui, pendant une guerre, n'avait pas donné assez de butin à ses soldats,
qu'ensuite il se représentait pour une nouvelle magistrature, pour continuer sa carrière, et qu'il y avait évidemment dans l'Assemblée des citoyens des gens qu'il avait eu comme simples soldats et qui étaient mécontents de la part de Butin qu'il n'avait pas eu, ils pouvaient voter contre lui, vous voyez, ou ne pas voter pour lui. Bon. Donc, de ce sens-là, l'expérience militaire des citoyens avait un rôle sur le fonctionnement politique. Après, en revanche, l'idée que les citoyens se révoltent ou que l'Assemblée se révolte, ça n'a jamais eu lieu et c'était exclu. Et justement, au contraire, l'Assemblée était là pour empêcher la guerre civile. Au contraire. Hein, et pour, par son arbitrage, dénouer de façon pacifique les conflits et les rivalités. Donc, au contraire, c'était normalement un instrument de pacification, hein, les comices. Oui. Alors, vous dire les patrons ou les patriciens? Alors, si vous voulez, normalement, les patriciens, ils sont chez les chevaliers et pas ailleurs. Hein. Donc, la séparation se fait très haut. Hein. Et chez les chevaliers, tous n'étaient pas des patriciens. Hein, loin de là. Hein. Alors, les patriciens, on n'a pas parlé. C'est un groupe qui est, bon, c'est marginalisé peu à peu. Hein, voilà, qui était très important au départ, c'est marginalisé peu à peu. Et à l'intérieur de la noblesse, c'est encore un groupe interne à la noblesse. Les patriciens sont les descendants des premiers sénateurs romains sur l'époque royale. Donc c'est un groupe de familles assez restreint qui se renouvelle pas, qui a dominé le régime au début et qui après a été marginalisé. Et c'est peu à peu, si vous voulez, marginalisé à la fin de la République. Donc il joue un rôle très important au 5e, 4e. Je n'en ai pas parlé pour ne pas compliquer la compréhension. Puis après, ils sont de plus en plus marginalisés, ces patriciens. Mais si vous voyez ce schéma, il représente quelques chevaliers, vous voyez, et pas plus. Hein, et pas plus. Hein, tous les autres étant des plébéiens. Là, beaucoup de nobles étaient des plébéiens. Hein, des familles plébéiennes enrichies, qui avaient été élus consuls, et qui étaient arrivés en haut du sommet, hein, enfin au sommet de la hiérarchie, si vous voulez. Hein, donc, voilà. Ce que vous dites sur les patrons, c'est autre chose. Hein, ça fait allusion à ce qu'on appelle patron-client, c'est-à-dire un rapport, on appelle de clientèle, qui est un rapport, un lien dissymétrique entre un supérieur et un inférieur. Vous avez un aristocrate, par exemple, hein, qui protège des plébéiens, et ils se rendent à un échange de services, hein, à savoir que l'aristocrate va aider le plébéien, par exemple, s'il a une démarche judiciaire à faire, s'il a un procès, il va être son avocat, il peut lui donner à manger, vous voyez, s'il a des problèmes, voilà, lui chercher un logement, enfin que sais-je. Et en retour, le plébéien va voter, évidemment, hein, pour l'aristocrate quand il se présente aux élections. Le plébéien va pouvoir aussi peut-être faire la campagne électorale, hein, de son patron, faire des choses comme ça. Et c'est autre chose. Là, les patrons n'ont pas à voir avec les patriciens. Les nobles, en général, les nobles sont des patrons qui ont un groupe de clients. Et ça a été au cœur d'un débat qui a un peu retombé, mais qui était très vif. Est-ce que les nobles, et puis les sénateurs de façon plus globale, pouvaient, avec leur réseau de clientèle, totalement conditionner les élections? Il y a un siècle, on pensait que les aristocrates, grâce à leur réseau de clientèle, pouvaient décider d'une élection, qu'ils avaient des véritables armées de clients, et qu'ainsi, vous voyez, ils contrôlaient totalement les comices. Et qu'après, il y avait des échanges, il y avait des alliances, hein. Les grands nobles, les grands aristocrates s'alliaient entre eux, ainsi s'échangeaient ou additionnaient leurs armées de clients, et décidaient ainsi du résultat de l'élection. Et actuellement, c'est un point de vue qui a été rejeté, parce qu'on se rend compte que les réseaux de clientèle n'ont jamais été assez nombreux, vous voyez, pour pouvoir vraiment influencer les élections. Il faut savoir que la clientèle fonctionne sur vraiment un rapport physique. Normalement, tous les matins, le client, alors c'est 5 heures du matin, hein, le client, il vient saluer son patron, lui dire bonjour dans son atrium, voilà, dans la nuit, tout ça. Et donc, le patron doit connaître physiquement, individuellement, chacun des clients. Il doit connaître leur nom. Alors, en fait, il connaît pas tout le monde. Il a un esclave qui a une mémoire très, très développée, qui lui souffle les noms. Vous voyez, des clients qui viennent le saluer, qui disent après, ah oui, un tel, sa petite a une rougeole. Si vous lui disiez alors allez-vous, il serait content. Enfin bon, donc ils ont tout de même des gens qui les aident, mais tout de même. Et donc, étant donné qu'il faut un lien physique, on pense que les réseaux de clientèle, c'est quelques centaines de personnes au maximum. Or, les comices romains, alors, à la fin de la République,
citoyens romains, c'est 900 000 personnes. Alors évidemment, 900 000, les 900 000 viennent pas voter. Quand on voit les capacités d'accueil des assemblées romaines, des lieux concrets, les citoyens se rassemblent, c'est 70 000 personnes. Donc ça donne une sorte de maximum. Hein. Bon, ils étaient au moins 70 000 à voter. Bien. Bon, si vous avez 150 clients, et même 70 000, vous réussissez pas à les contrôler, quoi. Donc certains ont dit, mais c'est pas du tout réaliste. Hein. Peut-être ça apportait un petit plus en cas d'égalité. Ils avaient un petit groupe d'électeurs, comme ça, ils étaient sûrs que ils allaient voter pour eux, mais ça suffisait pas. Et du coup, ça peut expliquer que à la fin de l'époque républicaine, si vous voulez, justement quand le vote secret était instauré, qu'avant on pouvait faire pression. Hein, on pouvait faire pression, et je vous l'ai dit, il y a des ponts. Normalement, les citoyens, ils sont sur des ponts en l'air, voilà, pour aller voter. Et pour que les gens viennent pas leur dire comment voter. On a des exemples, vous avez des agents électoraux qui s'accrochent au pont dans le vide pour jusqu'au dernier moment influencer les citoyens qui montent sur l'estrade pour voter. Hein, voyez, bon. Donc, vous pouvez penser qu'à partir à cette époque-là, on pouvait influencer bien l'électeur. Après, on ne sait pas ce que vote l'électeur. Peut-être même qu'un client va pas voter pour son patron. Personne ne peut le savoir. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la corruption électorale se développe. Et certains disent, mais si le système de la clientèle fonctionnait, la corruption, elle n'a pas de raison d'être. Elle n'a pas de raison d'être. Bon, voilà. S'il y a la corruption, c'est bien que les aristocrates n'arrivent pas à contrôler les assemblées avec les moyens traditionnels et qu'on est obligé d'acheter les électeurs. Et la corruption devient un fléau de la fin de la République romaine. Et ça peut être la réponse des aristocrates au vote secret. On peut plus faire pression sur les gens, on peut plus savoir qui va voter. Avant, la personne arrivait, elle disait, je vote pour un tel. Et le scrutateur pouvait très bien dire après à un tel, ah, tu sais, mais un tel, il n'a pas voté pour toi. Hein. Il pouvait très bien, évidemment, ça filtrait, on savait qui avait voté pour qui. Bon, bien. On a même des cas où vous avez un magistrat président qui arrête l'élection. L'élection a lieu, vous voyez, comme tout est oral, on sait qui a le plus de voix. Le magistrat est pas content, parce que la personne n'est pas la personne qui veut être élue, il arrête. Il dit, allez, on commence. Et puis il va voir les premières centuries qui ont voté en disant, attendez, mais là, c'est pas bien du tout ce que vous avez fait. Vous avez voté pour un tel parce que quand il était votre général, il vous a pas donné assez de butin, mais ça va pas, c'est quelqu'un de très bien, c'est un très bon général, il y a une guerre qui se prépare, faut revoter, allez vous revoter. Voilà, hop, allez, hop, et puis ils sont votés comme on leur a demandé de voter. Vous voyez. Donc on a refait une élection, et puis voilà, le président a vu les résultats qui lui plaisaient, et du coup c'est très bien. Je publie les résultats, ça y est, j'arrête l'élection. Voilà comment fonctionne l'élection démocratique à Rome, vous voyez. Tant que le vote est oral, on peut même intervenir en temps réel pour arrêter l'élection quand ça vous plaît pas et changer les résultats. Alors, vous voyez, quand évidemment c'est secret, si vous voulez, c'est beaucoup plus long à savoir. Alors évidemment, on dépouille les centuries les unes après les autres. Donc à la rigueur, on peut avoir les résultats des premières centuries quand d'autres centuries votent encore. Vous voyez, les centuries votent les unes après les autres. On commence par les centuries des chevaliers, la première classe, et puis voilà, la centurie, la première, la deuxième, la 30e, la 70e de la première classe, et puis on dépouille, on dit, elle veut ça, elle veut ça. Donc, en cours, bien sûr, en cours du scrutin, petit à petit, vous avez des choses qui se dégagent, mais beaucoup plus lentement et beaucoup plus tardivement que dans le système de vote oral. Et donc, si vous voulez intervenir encore pour au dernier moment influencer le scrutin, c'est tout de même beaucoup plus difficile qu'avant. Et du coup, on achète les gens. Donc, on voit bien que, à mon avis, là-dessus, je suis convaincu, ça montre bien que le système de clientèle n'est pas un élément fondamental du fonctionnement politique. Si vous avez d'autres questions. Et là, on est toujours dans les aspects non démocratiques, hein, comme vous le voyez. Oui. La corruption développe en même temps la démocratisation. Oui. Oui, exactement. Et c'est les paradoxes. Hein. Sans les paradoxes souvent de la vie politique, on peut estimer que la démocratisation et la corruption sont liées. Exactement, tout à fait. Comme d'une certaine façon, la démocratisation, semble-t-il, a accentué les rivalités politiques, a durci les rivalités politiques. Et on se rend compte, par exemple, pour alors des fonctions qui pour nous sont pas politiques, les fonctions de prêtres à Rome, les prêtres des cultes païens, c'était plutôt comme des magistrats, c'était pas comme le clergé catholique. Hein.
C'était pas un ordre avec des gens ordonnés un peu à part des autres êtres humains. Hein. C'était des citoyens comme les autres qu'on élisait pour rendre un culte aux dieux au nom de la cité. Bon bien. Donc les magistrats étaient élus. Ils étaient évidemment, c'était aussi tous des aristocrates, des sénateurs, hein, comme les magistrats. Bon bien voilà. Et on se rend compte qu'à partir de alors qu'on a démocratisé aussi le système d'élection. Au départ, c'était pas une élection, c'était la cooptation pour les prêtres. Hein, vous savez ce qu'est la cooptation? C'est un groupe qui se recrute lui-même. Donc vous aviez en effet un groupe de prêtres, les pontifes, ils étaient 15. Il y en avait un qui mourait, c'était Viégé. Viégé, les 14 autres votaient pour l'entrée du nouveau 15e. C'est ça la cooptation. Et puis il y a des gens qui ont dit, mais ça c'est pas démocratique, le peuple doit avoir son mot à dire. Et on a décidé qu'on passait à l'élection. C'était les comices qui élisaient les prêtrises. Et du coup, vous avez, donc il y a démocratisation aussi, mais que du coup, les campagnes autour de l'obtention des prêtrises, tout ça s'est radicalisé, est devenu beaucoup plus dur et c'est aussi entaché de corruption. César a été élu grand pontife. Le grand pontife, c'est le chef de la région romaine, donc à une époque où le grand pontife est élu par le peuple en achetant tout le monde. En achetant tout le monde, hein, et le jour de l'élection, il a dit à sa maman, ce soir, je suis grand pontife ou en fuite. Parce qu'il avait fait tellement de dettes qu'évidemment, s'il perdait, ses créanciers le poursuivaient et il devait s'enfuir. Alors que grand pontife, les créanciers pouvaient attendre en disant, il a une situation, et je remène, on peut encore lui faire confiance, on peut espérer qu'il nous rembourse. Et donc, il a mis c'était le qui tout double pour César. Mais ça montrait qu'en effet, la corruption est généralisée dans un système plus démocratique qu'avant. Le système de la cooptation des prêtres avant, il n'y a pas d'argent. On était entre aristocrates, voilà, entre gens bien, tout se passait de façon très policée, très urbain. Voilà, on met le peuple. Alors, où va-t-on, hein, évidemment. Bon, voilà. Et on m'aurait dit, regardez, la démocratie, c'est pas bien, hein, c'est bien la preuve, hein, ça marche pas. Bon. Et donc, oui, bien sûr, je pense que c'est les deux, et des formes de violence aussi même. Des formes de violence, c'est-à-dire que, un homme, là où Millard a encore raison, il y a des formes de mobilisation des citoyens qui n'existaient pas auparavant, sous forme d'associations qui se mobilisent justement pour appuyer certaines revendications, pour sortir certains candidats aux élections, et qui sont des véritables éléments d'implication politique du peuple et donc de démocratisation. Mais le problème, c'est que ces associations, qui au départ souvent sont des associations religieuses, on appelle ça un collège dans le monde romain, rien à voir évidemment avec ce que vous avez connu dans le cadre éducatif, et bien après, ce sont aussi des structures qui vont donner lieu à des émeutes et vont être utilisées dans un cadre, en effet, d'exercice de la violence. Et on glisse comme ça de la mobilisation citoyenne à, en fait, une expression violente d'opinion politique presque de façon insensible. Et de ce point de vue-là, du coup, je trouve que la théorie de Millard, elle marche bien, parce que ça permet de construire en système toute une série, en fait, d'éléments nouveaux du dernier siècle de la République, qu'on voit toujours de façon un peu simpliste en disant oh, ça oui, c'est parce que ça va mal, c'est la faute des imperatores. Les imperatores, c'est les grands généraux romains et tout ça. Tandis qu'à dire non, il y a un phénomène endogène qui est la démocratisation, donc un nouveau phénomène politique, mais qui a des effets alors pervers entre guillemets. C'est assez intéressant comme modèle d'explication. Assez intéressant. Et j'évoquais les comices comme élément d'arbitrage et de résolution pacifique des conflits. Il y a un moment où les comices ne peuvent plus jouer ce rôle. Ils peuvent plus jouer ce rôle parce que la violence entre dans les comices. Régulièrement, à la fin de la République, on est obligé de retarder les élections parce qu'il y a trop de violence. On a des cas ensuite, on est obligé de retarder vous avez des assemblées qui sont interrompues à cause d'émeutes qui ont lieu pendant l'assemblée ou dès le début. Dès le début, on s'arrange en effet avec des hommes de main pour être là les premiers à 3 heures du matin. Et quand vous voyez arriver les agents électoraux, les électeurs de votre rival, vous leur tapez dessus un coup de gourdin pour qu'ils s'enfuient. Quand vous voyez arriver les candidats rivaux, allez hop, vous tapez dessus aussi pour qu'il n'y ait que vous et vos électeurs qui soient présents lors de l'élection. Alors évidemment, on annule, l'élection est arrêtée. Et donc le système des comices petit à petit se désagrège, voyez, se démantibule petit à petit. Et là encore, à la fois la violence l'a atteint et le fait qu'il soit moins efficace augmente aussi la violence du système, puisqu'il était là pour justement pacifier l'ensemble et jouer ce rôle d'arbitre que tout le monde acceptait. Tout le monde acceptait les résultats des comices, hein, voilà, et les aristocrates acceptaient que les comices décident comme un arbitre de qui était le vainqueur de la rivalité, qui était le vainqueur du concours en quelque sorte. Bon, et puis tout ça se désagrège. Mais à la fois, bien sûr, il y a les ambitions politiques, il y a les ambitions des grands généraux,
mais il y a aussi un phénomène de démocratisation peut-être mal maîtrisé d'une certaine façon. Oui. Alors, non, je ne demande pas une tyrannie pour les Romains de l'époque et pas pour nos catégories. Un, parce que j'ai dit, il y avait le modèle de citoyenneté, c'est-à-dire de droits fondamentaux, de droits des citoyens qu'il fallait absolument respecter. Voilà, donc, et que l'autorité devait respecter quelle que soit sa forme. Donc, pour les anciens comme pour nous, la tyrannie, c'est en effet un type de régime qui ne respecte aucun droit. Hein, justement, c'est l'arbitraire le plus total. Et d'un autre côté, c'était pas une tyrannie puisque vous aviez un système où il y avait toujours plusieurs titulaires de la même fonction. Et le fait qu'il y ait plusieurs titulaires faisait que aucun ne pouvait avoir le pouvoir absolu. Pour un Romain, je pense que le régime actuel est une tyrannie. Je pense que le régime présidentiel, un seul homme qui concentre un vrai pouvoir, c'est quelque chose qui, pour les Grecs et les Romains, ressort de la tyrannie. Le régime romain, lui, avec les 2 consuls, les 6 préteurs, enfin, c'est bon. Il y a toujours plusieurs titulaires qui chacun vont s'équilibrer ou s'annuler, vous voyez, et le risque de tyrannie ne peut pas exister. Alors si, quand César a été dictateur, alors là oui, un Romain, ils l'ont dit, hein, vous voyez, pendant 4 ans, 5 ans, il a été dictateur, il y avait un dictateur, un seul dictateur, oui, là, les Romains pouvaient dire, là, c'est une tyrannie. Il y a un seul titulaire qui a des pouvoirs très importants. Pour les catégories antiques, et d'ailleurs pour les nôtres aussi, hein, c'est bien une tyrannie. Mais non, le régime romain est une aristocratie. L'aristocratie n'est pas une tyrannie, justement. Hein. La tyrannie, pour les anciens, c'est la forme dégradée de la monarchie. Donc même le régime romain, c'est le contraire. Et même, il faut savoir que une fois les rois renversés, tout le système a été conçu pour empêcher la tyrannie. Hein, les rois avaient dégénéré comme des tyrans, ils étaient des monarques au départ, donc avec une forme de légitimité, ils étaient venus comme des tyrans, ils ont été renversés. Et le système républicain, c'est un système qui se veut anti-tyrannique. Et pendant l'obsession des aristocrates romains pendant 5 siècles, ça a été d'empêcher la tyrannie. Et empêcher la tyrannie en empêchant qu'un aristocrate s'élève au-dessus des autres. Qu'un aristocrate soit plus important que les autres. Donc il y avait, je l'ai dit, le régime était dominé par quelques centaines de grandes familles nobles, voilà, 200 familles peut-être, mais qui s'équilibraient. Et au sein de ces familles, aucune n'était plus importante que les autres. Et puis vous avez, dans le dernier siècle de la République, au contraire, des grands généraux qui, eux, hein, vont être au-dessus des autres. Et pour finir, ça va finir avec César, hein, avec César. Et là, en effet, cette digue que les aristocrates romains avaient maintenue pendant 5 siècles s'effondrait. Et puis après, il y a le régime impérial, alors, qui en effet n'est pas une tyrannie, on vient d'expliquer tout à l'heure pourquoi avec M. Corbe, bien, mais malgré tout, il y a tout de même ce pouvoir d'un seul, hein, qui peut poser problème, hein, voilà, par rapport aux catégories antiques. Mais non, c'est le contraire d'une tyrannie, hein, la République romaine, et c'est vraiment cette thématique contre la tyrannie. Oui. Ah, pas du tout. Oui. Et oui, alors c'est ce que je vous ai essayé de faire comprendre. C'est un peu la complexité entre république, démocratie. Vous voyez, alors on vient parler de tyrannie, état de droit, liberté. Ce sont des notions que nous avons l'habitude d'associer parce que dans le concept qu'on appelle la démocratie libérale, qui est le concept qui s'est imposé, en Europe, aux États-Unis. Hein, faut pas être naïf. Hein, chez Poutine ou dans beaucoup de pays asiatiques, je pense qu'ils savent même pas ce que c'est, bon bien, parce que ce système-là, en effet, a construit son concept. Hein, on ne s'est pas limité à la souveraineté populaire, on a associé d'autres concepts. L'égalité des droits, liberté d'expression, la garantie des droits fondamentaux, des choses comme ça. Mais nous l'avons associé, il faut très bien comprendre qu'on peut les séparer, il faut savoir les distinguer. Et je reviens à l'idée de régime mixte, vous avez, actuellement on a des régimes comme ça, on ne sait pas quoi en penser, où il y a bien une souveraineté populaire, il y a bien des gens élus par le peuple, deux élections, qui sont conditionnées, pas forcément truquées, qui certes ont été conditionnées au départ, sans être vraiment truquées, donc on peut dire, ouais, il y a bien la souveraineté populaire, mais après, les droits fondamentaux ne sont pas respectés, la liberté d'expression a été étouffée parce qu'il n'y a plus de presse indépendante, vous voyez. Donc il y a des gens qui disent, mais si c'est la démocratie, regardez, il y a élection libre, la souveraineté populaire et le principe de base du régime, enfin, que voulez-vous? Voilà. Vous pouvez dire, non, on va dire, mais c'est pas ça la démocratie, ça c'est un régime libéral, ça c'est... et Poutine peut dire, c'est moi la vraie démocratie. C'est moi la vraie démocratie. Les régimes communistes disaient, mais la démocratie libérale, c'est la domination, comme les nobles, de la classe bourgeoise.
c'est en effet les démocraties populaires sont les vraies démocraties. Il faut avoir conscience que, indépendamment du fait que ces notions démocratie, république, état de droit doivent être distinguées, même si nous on les associe. Voilà. Ensuite, il y a plusieurs lectures de la démocratie. Alors nous, on estime que certaines sont plus convaincantes que d'autres, hein, que la démocratie à la Poutine ou que la démocratie communiste n'était pas très démocratique, et je pense qu'on a raison, mais il faut avoir conscience que notre modèle de la démocratie libérale, c'est une conception, je dirais, à la fois culturelle et idéologique, hein, bon bien, de société donnée, bon, mais qui n'est pas universelle, hein, et évidemment peut être soumis à critique, et qui associe entre eux des concepts qui auparavant pouvaient être distingués. Oui. Alors, les Romains ne faisaient pas la différence. Et c'est pour ça, ils disaient démocratie, démagogie, c'est pareil. Et c'est pour ça qu'on veut pas de la démocratie. Pour eux, une démocratie est forcément démagogique. Regardez ce qui s'est passé à Athènes. Athènes, l'Assemblée a condamné à mort des généraux qui avaient remporté des victoires, et puis une semaine après, ils le regrettaient comme s'ils sortaient d'une gueule de bois. Enfin, c'est quoi système complètement délirant. Enfin, vraiment, aucune personne raisonnable ne peut adhérer à la démocratie. Il faut être sérieux, voilà. Chose qu'encore la bourgeoisie orléaniste du 19e siècle pensait. Hein. Vous savez, beaucoup de gens ont pensé ça. Beaucoup de gens cultivés, rationnels ont pensé ça pendant longtemps. Hein, bien. Donc, pour les Romains, démagogie, c'est deux choses qui sont évidemment pour nous, bien sûr, on les distingue. Je dirais que si on prend le modèle philosophique grec, la démagogie serait évidemment une perversion de la démocratie, hein, comme la tyrannie l'est de la monarchie, hein, bien évidemment, bien. Et le problème à Rome, c'est peut-être que des phénomènes de démocratisation, à un moment, ont pu en effet déboucher sur la démagogie plus que sur la démocratie, peut-être. Hein, ça, c'est possible. Tout à fait. Oui, d'autres réactions? Vous voyez un peu ce que j'essaie de vous faire comprendre. J'ai conscience que c'est un peu compliqué de voir, spécialement vous qui faites de la science politique et par rapport au débat actuel et sur les idées très reçues comme l'élection sur la démocratie, ben non, l'élection n'est pas le processus le plus démocratique pour les anciens. Hein, vous voyez, des choses comme ça, en effet, qui peuvent être amenées à réfléchir sur des débats qui ont lieu actuellement, donc sur certaines réformes, certains points, et avoir un peu de distance, hein, sur, en effet, ce qui est notre modèle actuel. Non, plus de questions? Oui. Est-ce qu'on peut considérer que la démocratie survivait plus au niveau local, justement, il y a encore dans les cités, il y a encore du face-à-face au sein de l'Empire. Alors, sous l'Empire, en effet, on se rend compte que sous l'Empire, le système républicain des comices, des élections, est resté, semble-t-il. Il y a eu de gros débats. Alors, l'empereur n'est pas présent, donc évidemment, ça enlève un problème. Certains ont pensé, en effet, que les aristocrates dominaient complètement. Donc, il y avait un conseil qui gouvernait tout, que les assemblées avaient disparu. Et puis, il y a eu de nombreuses preuves, entre autres épigraphiques, des inscriptions qui ont bien montré que les assemblées avaient perduré pratiquement jusqu'à la fin de l'Empire. Donc, elles étaient toujours là dans l'équilibre institutionnel. Il y avait toujours, comme dans la Rome républicaine, des magistrats, un conseil, une assemblée ou des assemblées. Sur le papier, c'est le même système que le système républicain. Du coup, le débat s'est déporté sur le fait, est-ce que ces assemblées dans les cités de l'Empire romain avaient une marge d'autonomie ou non par rapport aux aristocrates? Est-ce que ces assemblées votaient ce que le conseil aristocratique, donc l'équivalent du Sénat, si vous voulez, avait décidé, ou est-ce qu'il y avait une véritable marge d'initiative, marge de liberté? Et là, c'est un débat qui est difficile de trancher. Alors, par exemple, les affiches électorales de Pompéi, qui ont été évidemment conservées grâce à l'éruption du Vésuve, hein, et qui conservent les traces de la dernière campagne ou des deux dernières campagnes avant l'éruption, hein, de ces années 77, 78, hein, donnent l'impression que les élections étaient disputées entre les candidats et que donc, en fait, les aristocrates laissaient au peuple, que le peuple avait toujours une marge, avait un vrai rôle. Alors, ça peut être le même rôle, hein, d'arbitrage, tout simplement. Le rôle d'arbitrage pour les querelles des aristocrates. Là encore, ça ne veut pas dire forcément que le système soit démocratique, mais au moins que le peuple, les assemblées, avaient un rôle, un vrai rôle, et on a encore un texte juridique de Constantin qui parle de violences qui ont lieu lors d'élections. S'il y a violence, c'est-à-dire que les élections, encore, Constantin, on est dans les années 320-330 après Jésus-Christ, si vous voulez, qu'encore à cette époque-là, dans les cités de l'Empire romain, pas Rome même, hein, dans les cités de l'Empire, eh bien, vous aviez encore une véritable ouverture, en quelque sorte, dans les élections. Tout à fait.
Donc oui, on peut dire qu'à l'époque impériale, on retrouve ce système. Oui. Bah, je l'ai dit, en fait, pour eux, c'était un repoussoir. Hein. C'était un repoussoir parce qu'ils avaient... Alors, dire parce que c'est une société très aristocratique, donc il y a une sorte de contexte social où le fait de donner de l'importance au peuple, vous voyez, ils trouvent ça choquant. Donc les aristocrates romains, ils sont très conservateurs. Il y a ça, il y a vraiment cette mentalité très aristocratique à Rome, bon bien. Mais on peut dire qu'en Grèce, ça existait aussi au départ. Hein, voilà, et pourtant, certains ont évolué vers la démocratie. Et le deuxième point, c'est qu'en fait, la démocratie athénienne n'avait pas laissé un très bon souvenir. Et qu'un certain nombre de décisions de l'Ecclésia athénienne, spécialement dans les dernières périodes, avaient été plutôt, je dirais, malheureuses, spécialement lors des guerres, lors des expéditions et tout ça, voilà. Je l'ai dit, condamnant à mort des généraux qui étaient victorieux, révoquant des généraux qui étaient de talent, condamnant à mort Socrate. Vous savez, Socrate, grand philosophe, que l'Assemblée athénienne condamne à mort et qui doit prendre la ciguë. Socrate, voilà. Alors, tous les Romains cultivés qui aiment la philosophie disent, mais enfin, on peut pas avoir le même régime que le régime qui a condamné à mort Socrate. Comment on pouvait, d'un point de vue moral, défendre un tel régime? Comment, moralement parlant, le régime qui tue Socrate peut être un régime défendable? Enfin, c'est pas possible. Donc, il y avait, vous voyez, des raisons morales, intellectuelles, qui faisaient dire aux Romains les plus intelligents, les plus cultivés, qui connaissaient l'histoire athénienne, qui disaient, mais regardez le bilan, il est calamiteux, on ne veut pas de ça, on ne veut pas de ça. Mais évidemment, adossé à un snobisme aristocratique, parce que la démocratie athénienne, on dit, c'est la démocratie des rameurs. Vous savez, Athènes, hein, sa grande force militaire, c'était les galères, c'était les bateaux. Et les rameurs, c'était pas des esclaves, c'était des citoyens libres, mais les plus pauvres, les têtes, comme on les appelait, c'était eux. Et c'est eux, après, hein, qui, évidemment, ils avaient le droit de voter aussi. Donc les Romains disaient, mais c'est quoi ce système où c'est des rameurs qui décident? Enfin voilà. Alors là, c'est le côté aristocratique. Mais prenons les Romains cultivés, connaissant la philosophie, et connaissant l'histoire. Mais regardez l'histoire de la démocratie athénienne. On va pas prendre un tel système. On va à notre perte. On va à notre perte. Et c'est vraiment un système qui a zigouillé les meilleurs, justement. Ah bah oui, ça, pour ne pas aimer les meilleurs, ils n'aiment pas les meilleurs. Hein. Ils tuent les philosophes, ils tuent les bons généraux, ils exilent. C'est quoi ce système d'ostracisme? Vous connaissez l'ostracisme? C'est un système où on va exiler quelqu'un qui a rien fait, simplement parce qu'on pense que peut-être il est dangereux. Et on l'exile 10 ans, le pauvre. Et tous les hommes politiques athéniens, les meilleurs, les plus talentueux, tous ceux qui ont marqué l'histoire athénienne, les vedettes, ils ont tous été ostracisés. Enfin, c'est quoi ce système? Vous voyez, donc les Romains les plus intelligents disaient, on va pas reprendre un tel système. Donc vous voyez pourquoi à Rome, la démocratie n'est pas populaire, même chez les gens les plus intelligents, capables d'avoir le plus de recul, de réfléchir, peut-être même de mettre à côté leur conditionnement social d'aristocrate, si vous voulez. Non, on va pas prendre un tel système, ça, c'est suicidaire. Alors évidemment, nous, on a une autre vision de la démocratie, évidemment. Ah, peut-être une dernière question, mais c'est vrai qu'on y arrive à 10 heures. Hein. Oui. Alors, les critiques disaient ça, vous avez raison. Selon les philosophes grecs, la forme dégradée de l'aristocratie, c'est l'oligarchie. Et le terme oligarchie a été utilisé par, en effet, beaucoup de chercheurs des 19e et 20e siècles pour désigner le régime romain. Vous avez raison, tout à fait. Alors, moi, j'ai pris aristocratie qui est plutôt positif, vous voyez, j'aurais pu dire Rome est un régime oligarchique. Et ça aurait désigné la même réalité, mais de façon péjorative. Je crois que c'est une bonne conclusion. Je vous remercie d'avoir eu le mot de la fin, monsieur.